Dans cet épisode, on accueille une femme avec 79 vies différentes. C'est une aventurière, une femme d'influence. Elle est actrice, animatrice, écrivaine, influenceuse, businesswoman dans l'âme. C'est une femme qui est engagée dans tout ce qu'elle fait à 100%. Délaïda Sani, comment vas-tu? En joie d'être là avec toi. Et toi? Super bien, super bien. Surtout très excité d'être dans cette interview pour aujourd'hui. Moi, j'aime bien commencer toutes mes interviews par ma première question, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui? Parce que la vie mérite d'être vécue et que, comme je le dis pour mes cheveux, la vie est trop belle pour avoir la même coupe de cheveux tous les jours. Eh bien, c'est pareil. La vie est trop belle pour faire des choses ennuyantes tous les jours. Donc je vis, je profite, je découvre, je me challenge et c'est mon essence. Ça décrit super bien ta personnalité avec le très peu qu'on a pu échanger auparavant. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, toi, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une aventurière de la vie, dans tout ce que je fais, d'un point de vue vie personnelle, dans mes aventures, mes passions, mes loisirs, mais aussi dans l'entrepreneuriat et dans les projets que je mène. J'aime découvrir. Donc, j'ai d'abord fait des études dans le business, évidemment, et puis je me suis réorientée. Enfin, j'ai fait de la diversification professionnelle, comme j'aime dire. C'est un plus beau terme. Voilà. Donc, je travaille aujourd'hui dans une structure de la protection de l'enfance qu'on a ouvert avec mes parents. En plus de ça, j'ai fait de l'animation événementielle pendant 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La grande question. J'ai créé une collection de vêtements avec une de mes meilleures potes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis en train de chercher dans ma tête. T'as dû faire beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas. On pourra revenir dessus au fur et à mesure de l'échange. Voilà, je suis une aventurière de la vie. On va dire ça comme ça. Ça décrit ça super bien. Mais du coup, à l'heure où on se parle actuellement, c'est quoi tes business actuels où on peut te contacter pour? Les business actuels sur lesquels on peut me contacter, c'est la salle de fête Hibiscus, donc qui est située à Bandrabois. C'est pour l'instant la seule activité que j'ai gardée. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai fait de l'animation événementielle pendant 3 ans, mais j'ai décidé d'arrêter l'année dernière. Je fais de la création de contenu, donc j'avais commencé aussi les partenariats de marque. Ça aussi, je l'ai arrêté un temps. Je ne sais pas si je reprendrai. Mais donc voilà, c'est pour l'instant la salle de fête, c'est l'activité sur laquelle vous pouvez me retrouver pour vos événements. Ok. Et la salle de fête, actuellement, elle est louée très souvent? Alors là, on a commencé, donc pour l'instant, c'est encore timide, surtout que même nous, on est encore en train de mettre en place plusieurs choses. Donc ça se lance timidement, les gens commencent à découvrir. Je sais qu'il y a déjà eu des trois petits événements dessus. Est-ce que je peux nous donner des exemples? Pourquoi, en gros, la salle pourrait être adaptée? Parce que je sais qu'il y a eu un défilé déjà auparavant. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui pourraient mieux correspondre aussi à la salle? Alors, donc on a accueilli le défilé des créateurs, des mariages, énormément de mariages, mais la salle est aussi adaptée pour des événements professionnels. Récemment, on a été contacté par un client professionnel qui voulait organiser un séminaire, mais malheureusement, c'est la période après Chilo, on a subi des dégâts. Donc là, on est en train de finaliser les travaux ce mois-ci. On commence à accueillir des événements dès le mois prochain. Dès le mois de mai, on a un mariage qui arrive. D'accord. Est-ce que tu saurais me dire à peu près quelle capacité de personnes elle peut accueillir actuellement? Jusqu'à 300-400 personnes. 300-400 personnes? Ouais. Ok, nice. Donc, la salle, c'est ton business actuel. Mais avant d'arriver à la salle, il y a eu Adela d'avant. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours business, vraiment. Toi, à tes débuts, comment tu es rentré dans l'entrepreneuriat? Comment je suis rentrée dans l'entrepreneuriat? Je suis dans l'entrepreneuriat parce que j'entreprends beaucoup avec mes parents, en fait. Mes parents sont entrepreneurs. Et la salle de fête, d'ailleurs, c'est avec mes parents. C'est pas seul, c'est
un investissement de mes parents qu'on gère ensemble. Ouais. Et c'est pareil pour le lieu de vie, c'est un projet avec eux. Donc, si je suis arrivée dedans, c'est parce que j'avais un modèle parfait. J'ai été élevée dedans. Donc, quand tu as grandi directement, tes parents ont été du coup, tes premières influences dans l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi tes premiers souvenirs là-dedans? Mes premiers souvenirs là-dedans? Ouais, en travaillant avec eux, c'est quoi tes premiers souvenirs? Ça a été la caisse. Faire la caisse, apprendre à faire la caisse très très jeune. Et j'avais cette appétence parce que ma mère est très très forte. C'est une machine c'est une calculette vivante. Et j'aimais beaucoup en fait cette passion elle-même en fait qu'elle avait pour les chiffres, tout ça. Donc très jeune, je devais avoir 12-13 ans et elle m'emmenait déjà au magasin, elle me laissait faire la caisse. Alors je l'observais parce que j'apprends beaucoup en observant. Et je l'observais et puis je crois que la première fois, un jour, il y avait un client et je sais plus, elle était occupée et j'ai encaissé le client. Enfin, j'ai fait passer, j'ai encaissé le client. Elle me dit, mais comment tu sais faire ça? Et je lui dis, mais je t'ai regardé faire. Et donc, voilà, ça a été comme ça. Et puis, en fait, à partir de là, et même quand ils se sont rendus compte que, mais en fait, que j'avais envie de faire, que je savais faire, mais ils ont commencé aussi à me faire confiance et à m'emmener, à me laisser faire. Aussi, j'étais très jeune et ils me laissaient encaisser les clients. J'avais toujours un adulte avec moi, mais ils m'ont laissé faire. Ça t'a permis du coup de te former et d'apprendre très très vite du coup avec eux. Nice. Mais du coup, donc après ça, donc j'imagine, donc tu fais ça quand t'es jeune, mais après un moment, il y a toujours un moment où ça coupe parce qu'on fait le bac ici. Juste un peu après, je sais que t'as poursuivi du coup des études. Qu'est-ce que tu as choisi à ce moment-là? À ce moment-là, je choisis commerce. Donc, je fais un DUT. Très naturellement. Voilà. Très naturellement. Et puis, je suis poussée aussi par mes parents. Et à cette époque-là, on est très jeunes. Et puis, j'avais ce côté où j'avais envie que mes parents soient fiers de moi, etc. Donc, je m'étais tournée vers ça. Et je suis quand même tombée amoureuse du marketing à ce moment-là. C'est qu'au début, je ne le choisis pas forcément, je baigne dedans, mes parents me poussent dedans, mais je tombe amoureuse du marketing. Je découvre un monde, je me dis, waouh, marketing et la communication, waouh, waouh. Et donc, j'adore. Voilà. Donc, je découvre l'événementiel, on organise des événements, et puis à un moment donné, donc je fais mon parcours et je travaille, j'intègre un groupe de distribution. Ok. Enfin, au fur et à mesure de mes études, en fait, je fais mes études jusqu'en master et puis j'intègre un groupe de la grande distribution dans lequel je suis responsable natation. Et mais à ce moment-là, à un moment donné, j'ai vécu trop de vie dans les chiffres en fait. À ce moment-là, je suis fatiguée de l'objectif, c'est que du chiffre. Et un jour, en discutant avec une amie, on discutait de tout. Elle me dit, mais je sais pas ce que tu fais dans le business, t'as un profil social. Et en fait, à ce moment-là, commence mon émancipation, moi, en tant que femme, en tant que personne, où au tout début, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je suis impulsée par la volonté des parents. Et à ce moment-là, je commence à m'émanciper, à me rappeler de mes rêves d'enfance, à me rappeler de... En fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, je décide quand je finis mon master, et je décide de partir, de me réorienter et de faire un master MEF. Et c'est à ce moment-là que le projet du lieu de vie arrive. Et donc, comme j'étais dans cette volonté d'aller vers l'éducation, j'ai toujours voulu éduquer. Enseigner, pardon. J'ai toujours voulu enseigner. Et donc, mon père me propose en fait de prendre ce volet-là, de me charger de toute cette partie pour la structure. Donc, toujours un peu en famille, etc. Voilà. Donc, jusqu'à là, tu as toujours plus ou moins collaboré avec la famille, depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Donc, si ça marche très bien, si elle est encore là, c'est que ça marche bien. Du coup, mais comment tu gères le fait de dire, ok, je viens de passer 5 ans de ma vie dans un domaine très précis, commerce, et tu te dis, à la fin,
j'abandonne tout. Comment se passe justement ce processus-là de réflexion? Ce processus de réflexion, c'est... je n'étais plus alignée, en fait, en termes de valeurs. À ce moment-là, il y a... Donc, je suis responsable natation et il y a une usine qui s'effondre et on se rend compte qu'il y a des enfants qui travaillent dans cette usine en Chine, etc., etc. En fait, à ce moment-là, ça fait un gros choc pour moi et je me dis, mais je peux pas travailler dans une boîte. En fait, c'était et les chiffres et il y avait trop de choses. Et je me dis, non, je veux pas de ça. C'était de l'argent pour tout. Voilà, c'était que de l'argent et j'avais besoin d'humain, j'avais besoin d'humanité, j'avais besoin d'être au service des gens, de faire quelque chose d'utile réellement. Donc, il y a ce processus-là et c'est décider de s'écouter, c'est décider de se choisir et de choisir en fait ce rêve-là. Donc, est-ce que tu fais pas la pression de te dire, bah, j'ai fait tout ça, mes parents, bah, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Je pense qu'à cette époque-là, si, mais je me rappelle pas avoir eu cette réflexion. Je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec mon père, de lui dire je ne veux plus continuer mon contrat parce que du coup forcément mon contrat j'étais emmenée dans la boîte où j'étais à évoluer, à passer responsable univers, etc., à évoluer. Quand on commence à travailler avec eux, on intègre un parcours pour devenir directeur magasin et évoluer. Donc forcément, j'étais encore tout en bas, j'étais un bébé, bébé manager. Mais c'était vraiment un parcours tout tracé entre guillemets. Et donc je lui dis, mais en fait j'ai plus envie de ça parce que ça me correspond plus à mes valeurs. J'ai toujours voulu enseigner et j'ai envie d'aller enseigner. J'ai décidé de m'inscrire. J'étais déjà inscrite au master MEF. Donc là je l'ai informé, j'ai pris cette décision, je vais faire ça. Et donc ils t'ont soutenu dans cette période-là? Mon père m'a toujours soutenu. Il me fait toujours la liste des risques, des avantages et des inconvénients. Entrepreneur. Tu es sûr? Est-ce que tu as déjà un master? Si tu viens travailler ici, t'as pas besoin de refaire un master, etc. Donc moi je lui explique enseigner, c'est un métier. J'ai un master dans un autre domaine, mais j'ai besoin d'acquérir les compétences pour ce domaine-là, etc. Donc c'est vraiment un échange très posé, construit ok, les risques c'est ça, mais pourquoi? Ok, on fait... C'est toujours des discussions très rationnelles et pas émotionnelles. Oui, avec mon père, oui, on est très... ça a toujours été comme ça. J'ai ce relationnel-là avec lui où on va discuter. Papa, j'ai envie de faire ça. Je vais faire ça, ou alors je vais faire ça, etc. Et ils m'ont toujours soutenu. Et c'est vrai, même quand on faisait de la danse, parce que j'ai commencé la danse ici, mais j'étais très très jeune. Hein. J'étais très jeune. J'avais 10 ans, j'avais 10-11 ans. Donc je faisais avec mes cousines. Et sauf que socialement, c'était pas du tout apprécié. Il y a eu des réunions à la mosquée pour dire il y a des familles dans le village qui laissent leurs jeunes filles aller se trémousser au foyer là-bas, c'est inacceptable. Et je me rappellerai toujours d'un de mes oncles qui a dit mais alors moi je suis étonnée, il y a une réunion sur nos enfants et nous on n'est pas présents. Et vraiment nos parents mais ont joué, quand je dis nos parents, parce que mes oncles ont joué un rôle très important dans notre construction identitaire avec mes cousines, où ils nous ont toujours soutenus dans ce qu'on faisait. J'ai un oncle qui nous a toujours répété, jusqu'à aujourd'hui encore, vous êtes nés pour briller. Ils nous ont toujours soutenus, donc en fait, on s'organisait, on nous laissait aller danser. Le deal, c'était, tu vas faire tes répétitions de danse, mais le bulletin, là, il doit être nickel, hein. Toujours un contrat derrière. Voilà, j'avais un contrat, on avait ça. Les spectacles, ils nous cousaient nos costumes. Ils ont toujours été derrière nous pour ça. Alors que tout le village était contre nous, contre ça. Ouais. Donc en fait, ça a continué encore dans l'entrepreneuriat dans ce côté-là. Donc ça forge aussi la personnalité. Justement, à quel point c'est important justement d'avoir cette famille qui t'aide, parce qu'on sait que quand on sort d'une lignée, on va dire, où cette lignée-là, en fait, il n'y a pas d'entrepreneur. C'est très difficile. C'est très difficile, du coup, de sortir du lot parce qu'on va se faire critiquer. Comment toi, tu parlais justement avec toi, la différence, c'est que quand tu as justement des gens qui t'entourent, un entourage qui te soutient, comment toi, tu vois justement, c'est quoi ces avantages, comme il peut y avoir des inconvénients?
Les avantages, c'est que dans tout, enfin, je me sens soutenue, en fait. Ça crée une certaine sécurité de savoir, mes parents, ils sont derrière moi. Quand je faisais l'animation, mais en fait, à chaque fois, on s'organise. Ils sont pareil, ils sont derrière moi, ils sont avec moi. C'est ok, ma mère va me garder le petit quand son papa et moi on n'est pas dispo, etc. Enfin, vraiment toute une organisation. Il y a tout ce côté-là qui fait que on a un socle solide. On n'est pas en train de perdre de l'énergie parce que c'est de la perte d'énergie. En fait, à se bagarrer pour ses convictions. C'est que papa, maman, je vais faire ça. Maman, je vais aller jouer dans une série. Ah ouais, comment ça va se passer? Oh, mais c'est trop cool. Voilà. Ouais. Alors que pour d'autres, c'est une bataille. C'est de la critique. C'est vraiment, j'ai gagné énormément d'énergie. En fait, ça te propulse en termes de vitesse, entre guillemets, je pense. C'est qu'au tout début, quand on n'est pas encore vraiment assis dans son identité, et qu'on n'a pas l'entourage qui nous soutient, on a cette énergie où on se bat avec cette famille qui nous soutient pas. Parce que parfois, c'est les parents qui nous soutiennent pas, les frères et sœurs, pas que l'environnement des autour, enfin élargi, on va dire. Même voilà, dans le socle déjà, à l'intérieur. Les premières influences, c'est les parents. Voilà, c'est ça. C'est vraiment donc ça. Ça a été un gain d'énergie, de temps pour moi, oui. Ouais. Du coup, toujours dans cet élan un peu de l'entrepreneuriat, donc toujours très soutenu et motivé. Je sais que tu l'as mentionné avant, tu étais danseuse. Mais donc à Mayotte, tu es partie, cette passion de danseuse. Est-ce que ça t'a amené quelque part justement parce que tu as eu ce soutien-là? Est-ce que ça t'a amené, ou est-ce que ça a pu t'emmener justement? Où est-ce que ça a pu m'emmener? Ça m'a emmené, j'ai dansé au théâtre de Nantes. Ça m'a emmené, j'ai dansé au théâtre de Saint-Nazaire. J'ai travaillé pour la mairie de Arras. J'ai collaboré avec, la compagnie qu'on avait a collaboré avec une des marques de Maître Gims. Donc en fait, j'ai fait plein de projets. J'ai voyagé dans la France entière pour danser, et ça c'était chouette. J'ai dansé dans des grands casinos à La Baule. La Baule qui est quand même, voilà, où il y a des très gros casinos, qui est une ville très touristique. Et j'ai rencontré plein de gens super chouettes. J'ai vécu des aventures géniales. Donc c'était une tournée en réalité. Mais donc dans cette tournée-là, est-ce que tu étais payé pour ça? Oui. On avait une compagnie, on était payés, on était rémunérés. Donc c'est là où les cachets ils ont commencé à... C'est les premiers cachets, on va dire comme ça. Tout à fait. Ok, d'accord. Et quand tu fais des tournées comme ça, au début, bien évidemment, on découvre. C'est qu'est-ce qui t'a surpris au début? C'est quoi les premières choses que tu as appris, toi, que tu ne connaissais pas d'avant? Par rapport au milieu artistique? Oui, au milieu artistique. Ouais. Alors au début, c'est une passion. Ouais. C'est une passion, on s'amuse. Ici, je ne suis pas rémunérée. Ouais. On s'amuse, je suis avec mes sœurs, avec mes cousines, on fait des spectacles, etc. On a fait quand même des grands shows ici, parce qu'il y avait le festival de Bandrabois. Oui. Donc on a beaucoup fait le festival de Bandrabois pendant les années où il était encore en place. Et puis quand on arrive, quand je pars, en fait on a un rythme de professionnel. Ouais. C'est qu'en fait il y a des entraînements pas que de danse. Là, c'est des entraînements de cardio. Ah ouais, sport. Mais vraiment, c'est sportif. C'est pas juste... ici, on avait que nos petits entraînements de répétition de nos chorégraphies. Vite fait. J'arrive, on passe à un niveau supérieur. Ah ouais, mais là, je me rappelle, on avait un rythme quand on a créé notre compagnie avec Gabin, du coup, avec qui je dansais. Du vendredi au dimanche soir, on était en entraînement. Donc le vendredi, on partait, on avait chez notre manager, en fait, il nous accueillait chez lui parce qu'on est étudiant, on est en cité universitaire, donc en fait ça nous permettait d'avoir un endroit pour nous entraîner. Le soir, on arrivait, on allait courir. Le matin, on allait courir, on travaillait les introductions et les sorties de scène, on mangeait. L'après-midi, on travaillait les corps des chorégraphies. Le lendemain, rebelote, même rythme. Et en fait, je fais ça tous les week-ends. Après, lundi, je vais en cours. Mais c'est un rythme, mais... Travailler à côté des études. Mais
À ce rythme-là, est-ce que c'est à ce moment-là où tu commences à avoir tes premières vraies disciplines, tes premières expériences avec beaucoup de vraies disciplines parce qu'il y a ce rythme-là? C'est à ce moment-là? Oui. Ok, d'accord. L'entraînement, et l'entraînement, et l'entraînement. Et ouais. Ok. Donc, à quel moment t'arrêtes d'ailleurs? J'arrête quand je déménage, 2015 ou 16. Mhm. Je déménage, je me fiance. Enfin, je déménage, j'arrivais plus à suivre le rythme en fait. Ouais. Je n'arrivais plus à suivre parce je pense que j'allais intégrer troisième année au master à ce moment-là. Et je n'arrivais plus à suivre le rythme sur les déplacements partout en France. J'avais fait ça pendant des années, je n'arrivais plus à suivre le rythme. Donc, en fait, on déménage tous les deux. Donc, au début, on est à Saint-Nazaire. Et puis, moi, je déménage à Clermont, lui, il déménage à Arras. Donc, au début, comme j'ai dit, on a travaillé pour la mairie d'Arras, etc., d'autres organisations. Donc, je fais les déplacements pour aller à Arras. Sauf que c'est long. C'est long, c'est du temps, je dois travailler les cours, c'est de plus en plus complexe, hein, parce que plus on monte et plus c'est complexe au niveau des études, les dossiers à rendre, les rapports, tout ça. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu as réussi à allier cette discipline-là que tu avais du coup avec la danse, avec la même discipline que tu avais avec les cours. Donc avec tout ça, tu as réussi à valider. Oui, mais après j'avais des garde-fous aussi, hein. J'avais le manager, j'avais mon coéquipier aussi, c'était voilà, le rythme c'était ça et voilà, ça s'était installé. Mais parmi les choses qui ont fait que j'ai arrêté aussi, c'est que c'était devenu tellement commercial que je ne m'y retrouvais plus. Encore cette notion de valeur. Ouais. Cette notion de valeur où je ne m'y retrouve plus. On n'est plus sur de la création artistique, on n'est plus sur de la création artistique du cœur, c'est vraiment que du commercial. Un peu comme quand on en parle dans la musique, où on fait la différence entre un artiste qui est vraiment, la musique vraiment purement artistique et la musique qui est commerciale, qui est là que pour vendre. Pour vraiment faire du buzz. Voilà. Et là, je me retrouvais plus. Donc, j'arrivais, ça a joué, en fait. Parce qu'avant, forcément, les deux étaient présents. Puis, à un moment donné, voilà, quand on bascule, on est devenu vraiment une boîte. Là, je n'arrivais plus à suivre parce qu'au début, et ça, c'est important, les objectifs n'étaient plus les mêmes avec ce qu'on avait au début, où moi, j'étais vraiment dans du pur plaisir, de l'amusement, du partage, de la création, de l'expression, même si on faisait des shows, mais je me retrouvais, en fait, finalement, en termes de valeur. Et est-ce qu'il faut quitter toujours à chaque fois qu'on n'est pas aligné? Quand on n'est plus aligné dans un projet? Pas forcément. On peut se réadapter dans l'échange et dans la réorganisation. On peut se retrouver. Mais voilà, dans mon cas, je n'étais plus alignée. Et j'ai choisi d'arrêter. C'était quel type de danse exactement? Alors, j'ai fait du hip-hop, de la dancehall, j'ai fait de la house aussi. Ah ouais? Ouais. Mais après, en fait, je n'ai pas arrêté la danse. C'est que je suis tombée amoureuse d'une autre danse. Je suis tombée amoureuse de la salsa. Ok, d'accord. J'ai fait de la salsa après et ça... En fait, je suis venue jouer aussi, en fait, dans tout ça. Tu t'es en tout cas beaucoup amusé durant cette période. Ok. La période danse, elle passe. Ouais. Qu'est-ce que tu entreprends après ça? Qu'est-ce que j'entreprends après ça? Le social. Je suis beaucoup dans les associations. Je découvre le social à travers les groupes d'étudiants, en fait. Donc, j'arrive à Clermont, je rencontre la communauté mahoraise, on crée une association d'étudiants à Elema, l'association des étudiants mahorais en Auvergne. Ah, yes. Donc, à Elema, et puis aussi Mayotte Entraide étudiants. Donc, en fait, Asdiati qui a eu l'idée, qui nous a proposé, en fait, de travailler ensemble sur ce groupe. Et donc, j'ai fait partie des membres fondateurs du groupe Mayotte Entraide étudiants. Donc, on travaille dedans. Et là encore, continue cette discipline parce qu'on avait une organisation incroyable. C'est que à chaque fin de semaine, on avait un planning, en fait, des suivis.
les adhérents du groupe postaient leurs demandes, en fait, différentes demandes dans le groupe. Et nous, chaque fin de semaine, on faisait le point sur les demandes de la semaine pour demander, on faisait un post et on demandait est-ce que, pour vérifier que la personne avait bien reçu la réponse à sa demande. Et en fait, ça, on le fait pendant des années. Et on a un planning, mais ça dure jusqu'à ce que je rentre à Mayotte. Donc, combien de temps à peu près? Peut-être 7 ans. 7 ans. Je sais pas si c'était plus ou moins. Non, attends. Non, je me trompe. Parce que je suis revenue à Mayotte en 2019. Non, ça dure pas 7 ans. Ça dure peut-être 4-5 ans. Mais je reviens, je suis restée un petit peu dans le groupe. C'est pour ça que je prends fin. C'est que j'ai continué, c'est quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à travailler. J'ai dû me retirer du groupe parce que je n'arrivais plus à suivre le rythme. Donc, j'impactais, je trouvais que je ralentissais plus les autres qu'autre chose. Mais je pense que ça a duré quand même 5 ans, peut-être 5-6 ans. Okay. Ouais. Mais donc, à ce moment-là, on est encore dans que ça... Enfin, là, on voit en tout cas que ça a l'importance du coup d'aider les autres. Elle commence à se prononcer vraiment beaucoup plus durant cette période-là. Parce que du coup, vous êtes les mamans fondateurs, vous donnez beaucoup d'énergie. À ce moment-là, avec ces assos, on se paye un peu ou pas du tout? Alors là, on n'est même pas une asso dans les centres d'étudiants, on est juste le groupe. On n'existait qu'en tant que groupe. Donc nous, on se lance et puis c'est juste s'entraider, vraiment. Et on n'existe même pas officiellement. Donc c'est vraiment que du don de soi à 100%. Et en fait, ça grandit. Donc au début, on est 10, et puis 100, et puis 50. Et je me rappelle, parce que c'est moi qui ai fait le post quand on est passé aux 10 000 membres du groupe. Et j'étais tellement émue, je me suis dit, waouh! Mais qu'est-ce qu'on a créé? C'est incroyable. C'était puissant. C'est incroyable. Ça fait beaucoup, 10 000. Sachant qu'on est officiellement 400 000 à peu près à Mayotte. Donc 10 000, c'est un impact fou. C'est, pour les étudiants lycéens qui ont fait leur parcours. Et puis, ce qui était chouette, c'est que, en fait, on avait évolué. Au début, on était étudiants ou lycéens, et puis on devient professionnel. Et là, en fait, la tendance, elle est différente. C'est qu'on est toujours dans le groupe et on participe différemment. Donc, ça aussi, toutes ces dynamiques. Donc, quand on passe la barre des 10 000, puis des 12 000, on a une base de données énorme et les institutions commencent à vouloir travailler avec nous. Et là, la nécessité de devenir une association s'impose et voilà, on commence à travailler ce projet-là. Sauf que on est devenus des professionnels, cadres quasiment tous, mais en tout cas avec des rythmes très soutenus. Et on n'a plus la même disponibilité. Moi, je n'avais plus la même disponibilité parce que on commençait le lieu de vie, on travaille avec des adolescentes, de l'humain. Donc, en fait, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de ce côté. Et je venais d'avoir un bébé également. Donc, en fait, en termes de temps, je n'avais plus le même temps. Et à chaque fois, je sentais que je ralentissais, en fait, l'équipe. Donc, à ce moment-là, je décide de laisser la main pour que d'autres personnes puissent reprendre le relais. Et quand je regarde ce que devient ma entrée d'étudiant aujourd'hui, je ne peux être que fière. Parce qu'aujourd'hui, on a un directeur et tout. C'est une belle réussite. Ouais, franchement, et je le regarde au loin, je me dis, waouh, c'est incroyable. Ça aurait pris le temps que ça a pris, mais au final, ça en vaut la peine. Ouais. Non, magnifique. Donc, après cette aventure entrée étudiante, tu reviens à Mayotte, c'est cela. À ce moment-là, quoi, après le retour, tu commences à refaire ta vie ici, évidemment. Mais donc, tu entreprends avec ton mari. C'est à cette période-là ou pas? On avait commencé un petit peu avant de rentrer ici. Ok, un petit peu avant. Ouais. Donc enfin ton ex-conjoint, pardon, c'était quoi votre business exactement? On a commencé à créer, parce que lui, il fait de la musique. Et on avait commencé à vendre des t-shirts qui étaient liés à la marque, enfin, au groupe dans lequel il était avant, Barbenois. Puis après, c'était les t-shirts Bastui, il venait de sortir le son. Donc ça a été ça. Ce premier projet qu'on a mené ensemble, c'était celui-là. Ok. Donc, le projet, il a évolué au fur et à mesure. Au final, avant que ça s'arrête, vous aviez réussi à couvrir quoi comme activité? On travaille ensemble aussi au lieu de vie, donc dans la structure.
Et dans le label que lui a créé, parce que cette partie label, c'est important pour moi de dire, c'est son label. Ouais. Voilà, moi j'étais en soutien, j'étais un appui, mais c'est son label. Et donc dans cette boîte, moi j'avais la partie animation, on s'était mis d'accord pour créer cette boîte et que moi je puisse en fait y intégrer la partie pour l'animation événementielle. Ce que tu as pu faire du coup Ouais, pendant 3 ans. Tu as animé pourquoi quoi, si je peux me citer. J'ai animé des événements comme le Festival du Rire pour TV Mafomboni. J'ai animé des séminaires pour la mobilité pour la Dragesse, pour l'université. J'ai animé un événement pour un séminaire de 3 jours pour l'Agence régionale du livre et de la lecture. J'ai animé aussi des événements internes pour SFR, pour la CIM également. Donc voilà, j'ai animé pour beaucoup d'associations aussi. Tu t'es beaucoup amusé. Ouais. Nice. Donc, tu parles souvent, t'as parlé plusieurs fois du coup du lieu de vie. Est-ce que je peux me parler exactement de ce que c'est? C'est quoi le lieu de vie? Le lieu de vie et d'accueil, c'est une structure de la protection de l'enfance dans laquelle on accompagne des jeunes filles qui sont mises sous protection par l'aide sociale à l'enfance, par la protection de l'enfance. Donc, on les accompagne dans leur construction au quotidien en tant que jeune femme. Donc, on peut avoir des placements plus ou moins courts et puis en fonction du projet de la jeune, il y a un accompagnement qui est mis en place. Okay, donc, ils viennent un temps, ils viennent pour un petit moment pour repartir un peu après. Oui, voilà, c'est selon les dispositions de la juge des enfants, parce qu'on travaille avec la juge des enfants, et le département, donc le service de la protection de l'enfance du département. Ok, d'accord. Nice. Donc, tu me laisses aussi parler du coup, tu as parlé du coup d'animation que tu as fait pour un événement un peu plus littéraire. Et on te connaît aussi comme une écrivaine. Parle-moi un peu de cette relation justement que tu as avec l'écriture. L'écriture, au début, c'était de l'écriture libre, c'est moi qui écrivais. C'est que j'ai toujours aimé les mots, toujours aimé lire, une passion qui me vient de mon père, qui m'a transmis cet amour pour les contes et les livres. Ma première BD, c'était lui qui me l'avait offerte. C'est lui qui me l'a fait lire. C'était Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Incroyable celui-là. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai regardé. Voilà. Et donc, tac, je me repositionne dans la question. Oui, c'était par rapport à l'écriture. À l'écriture. Le lien avec l'écriture. Et puis, quand j'ai mon fils, en fait, un jour, dans la voiture, il pleure, il hurle. Il pleure pas, il hurle. Il faut trouver une parade pour l'occuper parce que, il est dans la voiture, il a chaud, il veut sortir du siège. En fait, je commence à lui raconter une histoire. Je me rappelle précisément, on sortait de Sada, on entrait dans Chiconi. En fait, on voyait le mont Chiconi. Et en fait, là, j'ai l'histoire d'une petite chèvre blanche du mont Chiconi, machin, et bref. Et en fait, il m'écoute. Et donc, je commence à lui raconter ça. Et en fait, ça commence comme ça. Donc, je lui raconte des petites histoires comme ça pour rigoler, avec les éléments très souvent de ce que j'ai autour. En improvisation. Oui, voilà, très souvent, c'est un enfant. Donc, voilà. Et puis, ça m'amuse. Et puis, je me dis, tiens, c'est chouette ça, c'est des petites histoires et tout. Et puis, à un moment, je commence à les noter un petit peu. Et un jour, je lui racontais une histoire. Puis, je me suis dit, je suis en train de parler dans le vide, il n'y a personne qui m'écoute. Et puis son père, il me dit, pourquoi tu t'arrêtes? Moi aussi, je t'écoute. Tu l'as attrapé lui aussi. Ah bon? Et puis je me dis, ok, d'accord. En fait, c'est ce que je fais là intéresse les gens. Voilà, intéresse et plaît. Et donc, au même moment, arrive le concours Écrire au féminin, organisé par la DLLP, qui a changé de nom. La direction du livre et de la lecture du département. Et je me dis, j'ai envie de voir jusqu'où je peux pousser. Est-ce que je suis capable d'écrire un long manuscrit? Donc, je décide de m'inscrire parce que, évidemment... Toujours l'aventurière. J'aime les problèmes. Avant, je disais j'aime le problème, mais non, j'aime le challenge. Ouais. Et donc, je m'inscris. Maintenant, il faut écrire soit un roman ou faut écrire un manuscrit et il y a un nombre minimum de pages.
Donc au début, j'avais commencé sur le roman jeunesse, etc. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans l'univers des contes. Et puis, j'ai écrit un recueil de contes qui fait 40 pages. Et je remporte le 2e prix du concours pour la catégorie contes. Et là, je me dis, waouh, ok. Parce que ce qui est marquant, c'est que c'est mon premier long manuscrit. Ouais. C'est mon premier vrai manuscrit, en fait. Et je me dis, waouh. Tu découvres une compétence. Ouais. Je découvre une compétence. Et là encore, cette notion de discipline avait beaucoup joué parce qu'on a une deadline. Et en fait, le syndrome de la page blanche, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'écris en fait? Et je me suis dit, ok, là, en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit minuit, quand j'arrive, toute ma journée est terminée. Je m'étais imposé une discipline de minimum 30 minutes où je suis devant le manuscrit et je dois écrire, même si c'est 2 lignes, même si c'est peu importe. Et très souvent, en fait, je m'étais imposé 30 minutes, mais très souvent, je débordais. Et en fait, cette discipline-là qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe ce qui se passe, je m'assois. C'est obligé dans la journée. Voilà, c'est obligé dans la journée. Et je finis. Tu as réussi à tenir cette discipline pendant combien de temps? J'ai tenu jusqu'à finir le manuscrit. À peu près combien de temps ça a duré? Je me rappelle plus comment ça a duré, mais on avait entre 9 et 12 mois, je me rappelle plus, mais moins d'1 an en tout cas, pour rendre les manuscrits. Moins d'1 an, c'est sûr. Alright. Donc, est-ce que tu peux nous lire un petit passage de ton manuscrit? Alors, un passage. Pendant leur course-poursuite, ils avaient navigué sans prendre garde et n'avaient pas remarqué à quel point ils s'étaient éloignés du lagon. Mais ils n'étaient pas là sans raison. Le dugong avait mené les 2 amis vers les eaux profondes, volontairement. Tétanisés, ils observèrent les vagues autour d'eux, se demandant comment sortir de là. La mer était tout à coup agitée, déchaînée, telle une mère enragée prête à tout pour protéger son petit. Une tempête s'annonçait. Hassan reprit ses esprits petit à petit. Il regardait de part et d'autre pour constater l'immensité des vagues. Les pêcheurs se dévisagèrent, la peur au ventre. À chaque vague, le laca semblait sur le point de se briser en 2 et de se faire engloutir par l'océan. Ils étaient bel et bien sortis des eaux douces du lagon et ne jouissaient plus de sa protection. Ils se trouvaient désormais très loin, trop loin. Je continue. That's good. C'est juste pour résumer un peu, ça parlait de quoi exactement en gros, vu qu'on n'a pas terminé. Vraiment, si tu pitchais très rapidement l'histoire. L'histoire s'appelle Le Dugong Blanc. C'est l'histoire de 2 amis pêcheurs qui tombent sur un dugong un peu particulier. Il est blanc, mais qui leur réserve beaucoup de surprises parce qu'en fait, les dugongs ne sont pas blancs. Et donc, plein de mystères et d'aventures qui vont mettre à mal leur amitié, qui vont mettre à rude épreuve leur amitié, leur confiance. Et puis, un petit rappel du côté très sacré de notre lagon, des animaux qui s'y trouvent et de l'importance de les préserver. Oh, magnifique. Hâte de pouvoir lire ça. Tu penses le sortir, le publier à un moment ou pas? Oui, je l'ai envoyé en maison d'édition. Et là, il est en cours de réécriture dans l'espoir de le publier. Ça prend du temps. Parce que quand on en parle, eh bien, on se dit dans 1 an, 2 ans, mais en fait non, j'ai une amie qui a sorti son premier album jeunesse, une amie mahoraise qui a publié son premier album jeunesse et ça a mis 3-4 ans à sortir. Donc c'est beaucoup de patience, beaucoup de discipline encore parce que là c'est la version 4. Là c'est la version 4 et à chaque fois voilà, faut réécrire, faut corriger et surtout faut l'adapter à un jeune public parce que moi j'aimerais que ça soit un album jeunesse. Ah, ok. Moi en tout cas, jeunesse ou pas, je lirai. Ça va, je suis encore jeune. En tout cas, ok. On connaît Adela actrice, Adela animatrice, Adela danseuse, Adela écrivaine. On n'a pas beaucoup parlé de ce côté-là, actrice justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu es tombée là-dedans, dans l'acting? Dans l'acting, ça c'était un pur hasard. Oui et non, parce que les plans de Dieu sont les meilleurs. Toujours. Mais
En gros, quand la saison 2 de Coloc était en préparation, une amie avec qui j'avais fait de la danse à Clermont joue dans la série. Et donc, quand le nouveau personnage le représentait, etc., dans les grandes lignes, elle pense à moi. Et donc, elle me dit, viens passer le casting. Quand Jacqueline nous a parlé du personnage, j'ai pensé à toi. Et elle me dit, je ne vois personne d'autre faire ce rôle, si ce n'est toi. Je dis, ah bon, mais moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais joué, moi, devant les caméras. Et L'aventurière s'est réveillée. L'aventurière s'est réveillée. Au début, forcément, il y a le pour et le contre. Est-ce que je vais avoir le temps? J'en parle avec mes parents aussi. Et puis, je me dis, bon, ok. Mais en fait, dans la discussion, elle me dit, mais si, tu fais de l'interprétation avec mon ami. Hein. Je dis, mais si, tu fais de l'interprétation. Je t'ai vu sur scène. Tu fais de l'interprétation. Tu sais jouer. Tu sais interpréter un rôle. Je dis, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, hein, c'est ça. Dans la danse, on exprime des émotions, on exprime quelque chose. C'est pas la même chose, mais il y a des choses qui sont rejoignables. Oui. Ouais. Et donc, tu joues là-bas. Et donc, voilà, je vais passer le casting et j'ai le rôle. Et il ne voulait que toi, de toute manière. Oh, elle ne voulait que moi. Mais voilà, il y a un casting, il y avait plein de personnes aussi qui avaient eu de très bons castings et où ça se balançait, on se questionnait de ce que j'ai compris. Donc ouais. À quoi ressemblait le casting? Qu'est-ce qui t'ont fait faire justement pour te choisir? On m'a fait jouer une scène où on devait jouer une émotion. Alors, je crois que c'était... je dois annoncer quelque chose à ma mère, un lourd secret. Il y a un lourd secret et je lui annonce que j'ai décidé de briser le silence et je dois jouer l'émotion en fait. Parce qu'on passe... Enfin, c'est pas une émotion, c'est les émotions. Parce qu'on passe de j'ai besoin de te parler à la tristesse, à la colère... tout en étant capable de parler avec sa mère à la mahoraise. Parce que ça aussi, c'est... donc voilà. Du coup, donc, c'était un jeu pour bouger, enfin, changer d'émotions et pouvoir les interpréter au fur et à mesure. Lequel a été le plus dur? Des émotions à jouer. Pendant la série? Non, pendant l'acting déjà. Pendant le casting. Déjà. Le casting a été chouette pour moi. Je me rappelle pas avoir eu beaucoup de difficultés. Ok. J'ai toujours aimé ça, un petit peu ce côté interpréter les émotions. Et finalement, elle avait raison. Parce que même dans la danse, j'avais été amenée à jouer des chorégraphies qui exprimaient de la tristesse, etc. Donc en fait, on se met dans cette émotion. Tout dans le corps représente ça. Parce que c'est ça aussi. C'est que il n'y a pas que le texte, en fait, qui parle, on va dire. C'est pas que les mots. C'est tout le corporel. C'est même tout. Tu dois vibrer la tristesse. Donc, je me rappelle, le casting, ça avait... c'était fluide. C'était fluide, oui. Donc, et après ça, donc, tu passes. Tu commences le tournage. Comment ça s'est passé, le tournage? Alors là, à chaque fois, je disais... Ouais, me lis là tout, je me fais que pleurer. J'avais beaucoup de scènes où je pleurais. Je crois que j'étais celle qui... je sais plus. Mais en tout cas, je pleurais beaucoup. Mais même la maquilleuse, elle me dit, ah, faut lire là tout, toi tu pleures tout le temps. Parce que forcément, ça aussi, ça joue. Parce que quand je vais jouer une scène où je pleure, bon, il faut adapter le maquillage parce que... Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais le casting, très rythmé. Très rythmé parce que on continue nos activités principales. Et en fait, waouh, le rythme. C'était intense, mais encore une fois, j'avais une famille. J'ai une famille qui m'a beaucoup soutenue. Donc en fait, cette période où je n'étais que très peu présente, ne serait-ce que pour mon fils, son père était là, mais je sais plus. Oui, on alternait en fait par rapport à la garde. Mais ma mère a beaucoup aidé. Ouais. Mes parents ont été très présents. Donc, dans le casting, dans le tournage maintenant, l'émotion la plus difficile à jouer, c'était... L'émotion difficile à jouer,
c'est les émotions fortes. Parce que pour jouer la joie, le côté normal, et encore, de paraître normal, ça peut être plus ou moins naturel, mais la colère et la tristesse, il faut que ça soit vrai, il faut que ça paraisse vrai, il faut que le public soit emporté en fait dans la scène. Parce que ouais, on vit, enfin, c'est quelque chose qui se vibre, l'émotion, tu vois. C'est tout le corps qui parle. Et la tristesse, les larmes, pleurer. Pleurer, ça, c'était une sacrée, ça m'a demandé une sacrée énergie, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore tous les secrets, toutes les armes pour être à l'aise avec tout ça. Voilà, avec tout ça, sans que ça épuise trop. Mais ouais, l'émotion où je dois pleurer, ça me prenait de l'énergie, c'était hard. Pour avoir participé en off à différents tournages, je sais qu'il y a beaucoup de scènes qu'il faut refaire plusieurs fois. Tu m'en avais raconté une un peu en off, est-ce que tu peux nous la raconter justement? Oui. Une scène où je devais pleurer. Je devais pleurer et je sais plus combien de fois on l'a refait, 4 ou 5 fois peut-être, je sais plus. Mais en fait, à chaque fois, couper, ok, il y a le côté technique et tout ça. En fait, il faut se remettre dedans, il faut repleurer encore. Et à un moment donné, même mon corps, il me dit « Ouais, frérot, moi, je suis fatiguée. » Et c'est vrai que c'est hard. Et puis, je me rappelle où même l'équipe technique disait « Là, elle commence à être fatiguée, là. Là, on sent que ça fatigue. » Parce qu'en plus, comme je pleurais, j'avais des larmes et tout. Une fois, j'étais en mode « Oh, Jacqueline, je suis fatiguée et tout. Est-ce qu'on peut un peu tricher moi la sérum Fumavo et tout. » Elle m'a dit « Ah, non. Tu m'as servi les larmes sur un plateau en or. Maintenant, tu veux retourner au bas de gamme. Pleure. Tu pleures. T'es en mode mais du coup, ça fait... ça met en fait deux choses en évidence. C'est la capacité aussi à pleurer où je me dis, mais ah ouais, c'est... genre, tu vas chercher pour pleurer, quoi, pour exprimer ce truc, cette émotion-là. C'est spécial. À quoi tu penses pour y arriver? Alors, à cette période-là, je traversais un deuil d'une personne que j'aimais énormément. Donc, en fait, elle était dans mes pensées. Donc, en fait, c'était souvent, je pouvais aller puiser. Ça m'arrivait de me rappeler, ça réactivait, en fait, tout simplement, cette émotion-là. Mais, dans d'autres situations, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus me connecter, en fait, à la scène. C'est comme si je la vivais réellement. Parce que le cerveau, il fait presque pas la différence. En fait, si tu te mets vraiment dedans ou tu lui ferais croire que, en fait, c'est ça qu'on vit et tout, bah, on est dans l'émotion. Parce que je sais que pour les prochaines fois, je ferai pas forcément ça d'aller puiser sur des émotions dures, personnelles, pour provoquer cette émotion-là, parce qu'en fait, c'est énergivore. Je me dis, plutôt, revoir les choses autrement et être vraiment dans ce rôle-là où, en fait, c'est comme si je le vivais pour de vrai, réellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien, ça a été très très clair. Mais d'ailleurs, moi j'adore regarder des interviews, même des acteurs, etc. Parfois, donc de ce qu'ils racontent, c'est que parfois, quand ils font un long tournage, ils amènent le personnage avec eux dormir. Toi, après ces tournages-là, est-ce que justement tu pleures beaucoup? Est-ce que tu n'amènes pas ces émotions-là à la maison? Non. Moi, je coupais, c'est un truc dont on parlait souvent avec Jacqueline, c'est que quand elle disait couper, moi, j'étais moi. Je revenais moi. Moi, je revenais moi. C'est pas forcément bon parce que ça me faisait ressortir du rôle, me remettre dedans. Et après, forcément, c'était la première fois que je jouais, donc je savais pas forcément. Mais je sais, pareil, il y a des personnes, en fait, il y a des acteurs qui disaient, en fait, c'est limite, il reste le personnage tout le temps, tout le long, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils incarnent ce truc-là tout le temps pour vraiment l'incarner, s'imprégner du truc. Et non, moi, je sortais... du rôle. Oui, même sur les émotions fortes, parce qu'on en parlait avec d'autres actrices, quand elles devaient jouer la tristesse, elles avaient du mal à en sortir. Elles avaient du mal à sortir. Elles me disaient, mais comment tu fais? Elles emmenaient ces émotions-là à la maison. C'était dur. Il leur fallait beaucoup plus de temps pour redescendre,
pour sortir de cette émotion hyper forte. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette facilité de couper. Alors, on passe à autre chose. Donc, le tournage, il a duré combien de temps à peu près de la saison 2 de Colombe? 1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Mais ça a été 1 mois et demi très, très intense. Très, très, très intense. Les nuits ont été courtes? Parce que parfois, il y a des scènes de nuit et... Il faut tourner la nuit. faut tourner la nuit. Ah, Mais on faisait le nécessaire pour pas finir trop tard. Je sais que là, par rapport à la saison 1, déjà, la production, on avait gagné plus de temps dans le tournage. Mais oui, du coup, c'était épuisant quand on enchaînait, quand on finit tard. En fait, il faut reprendre tôt parce que les partenaires, parce que on tourne pas tout seul, on tourne avec des partenaires, il y a des personnes des prestataires qui interviennent, etc. Donc en fait, c'était aussi ça, la complexité de tourner sur le territoire aussi. Oh, alright, of course. Bon, je vais aider pour l'anglais. Mais en tout cas, non, intéressant. Mais du coup, donc, les tournages, etc. Donc, un mois et demi, tu m'as dit à peu près. Comment t'es payée quand t'es actrice? Alors là, nous, on a été payés à la séquence. Ok. Ouais. C'est par journée, du coup, ça veut dire. Ah, par séquence. Ouais, par séquence. Okay. Ce qui représente en moyenne à peu près combien? Je sais pas si j'ai le droit de diffuser les prix de... Donc, il y a les fourchettes, il y a des râteaux. Donc, en tout cas, quand tu es actrice, tu joues toujours pour le rôle, vous êtes payé en tout cas. Oui. Donc, ça fait aussi office d'un nouveau business. En quelque sorte. Oui. Est-ce que tu as pu jouer dans d'autres trucs? Non, j'ai joué que dans Colloque pour l'instant. Après, j'en ai pas fait un objectif de absolument devenir actrice et jouer dans d'autres choses. Si ça se présente, en fait, quand il y a des castings, par exemple pour FBI, je sais que j'avais postulé, mais j'avais postulé en sachant, enfin, je ne rentrais pas en vrai dans les comment dire, dans les critères, mais j'ai postulé quand même. Je me suis dit, au culot. Toujours à l'audace. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais du coup, j'avais postulé, par exemple, et je n'avais pas été retenue. Mais, comment dire? Je sais que j'ai des amis, d'autres collègues de la série qui, elles, en fait, voudraient vraiment faire ça parce qu'elles adorent ça et tout ça. Et elles ont envie de continuer dedans. Alors que moi, je sais pas forcément... Juste pour ça. Voilà, moi, c'est vraiment un kiff. C'est toujours le truc de « Ah, j'ai fait ça et c'était trop cool et tout. J'ai découvert ça, j'ai vu ce monde-là. » Et puis, hop, ciao. L'aventurière. Et de temps en temps, en fait, tu vois. Mais, ouais. Ok. Et du coup, donc pour revenir un peu à l'aspect vraiment un peu plus business, tu as entrepris très souvent dans différents projets, soit business ou associatifs, donc souvent en équipe. Okay. Donc, à quel moment tu passes de j'entreprends en équipe à j'entreprends solo? Le moment où je bascule où j'entreprends solo, la partie animation, je l'ai quand même, j'ai pas vécu solo, mais un petit peu quand même. Mais c'est surtout là, en fait, maintenant où j'ai décidé que je veux entreprendre solo. Donc, j'ai des projets que je prépare, qui j'espère vont vite arriver. Donc, la partie animation, c'est quelque chose que j'ai vraiment mené en solo, tout en étant associée dans la même société, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment là, aujourd'hui, où je vais commencer vraiment à mener des projets à moi seule, en tant qu'entrepreneur solo. Okay. Donc, quand on entreprend en équipe, ça aide beaucoup parce qu'on a toujours des personnes avec qui on peut s'appuyer. Quand on arrête, donc tu as tes business personnels et tu as aussi toujours ce que tu avais plus ou moins un peu d'avant. Comment tu t'arrivais justement à gérer le tout? Comment j'arrivais à gérer le tout? Ça demande une gestion de temps à la minute près. Dans mon planeur, même le temps que je passe dans les embouteillages, je le mets.
je le prévois. Mhm. Mes lessives sont écrites, les jours de lessive, à quelle heure je vais faire la lessive, à quel moment. Tout est, enfin, je calcule tout minutieusement parce qu'en fait, chaque minute est importante. Et dans tout ça, mes copines te diront que je suis tout le temps en retard. Hein. Voilà. Mais en fait, pour la partie business, j'organise, enfin, ça demande une organisation hyper importante. Et au-delà de ça, en fait, il y a des activités que j'ai décidé d'arrêter pour parce qu'en fait, je peux pas tout faire. Et justement, ça a été la grosse problématique que j'ai eue, c'est que j'ai fait beaucoup de choses et donc mes jours de repos servaient en fait à travailler sur les autres projets. Ouais. Voilà. Les jours où je suis censée me reposer de la structure, j'étais sur des projets sur l'animation, sur ci, sur ça. Sauf qu'en fait, je me suis grillée. Je faisais tellement de choses en même temps. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je vois d'autres personnes faire autant de projets en même temps, je suis en mode, mais comment tu fais? Alors que je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. mais j'ai fini par me griller, j'ai fait un burn-out. Et ça a été d'ailleurs l'année dernière la raison pour laquelle j'ai arrêté l'animation événementielle, Instagram, la création de contenu. J'avais commencé les partenariats de marque, j'ai arrêté. Parce que en fait, j'avais trop de pression sur les épaules. J'avais trop de pression sur les épaules. Et en fait, je n'arrivais plus à suivre. Donc là, c'est décider de se concentrer sur des projets à mener, en fait, jusqu'au bout. Voilà. Et pouvoir se réorganiser. Et puis, quand on a une équipe, on réussit à déléguer. Ça, en effet, ça a joué aussi. Parce que maintenant, donc, j'ai agrandi l'équipe au LVA. Des choses que je faisais, je ne fais plus, que j'ai déléguées pour pouvoir être plus efficace sur la préparation en amont et que l'équipe puisse déployer. Et puis, du coup, ça me fait gagner beaucoup de temps et d'énergie, du coup. Du coup, donc, effectivement, c'est vrai que quand on fait des business, quand on fait plein de choses en même temps, nous, on dit, si on court après 2 lièvres, on n'en attrape aucun. Tout à fait. Et donc, dans tout ça, t'arrives à travailler, tu travailles trop, donc tu n'arrives pas à trouver du temps pour te reposer, parce que le temps de repos était du travail en plus à côté. Comment tu fais pour te relever d'un burn-out? Je me choisis. Je me choisis, en fait. C'est qu'à un moment donné, on se dit, l'argent ne fait pas tout. C'est décider que je choisis mon fils, je me choisis moi, je choisis ma famille, je choisis ma santé aussi. Et en fait, il y a eu ça a été un trop-plein parce que il y a eu le divorce, il y a eu le fait que... En fait, dans tout ça, c'est que... il y avait le divorce en même temps. Donc, moi, je me suis encore plus noyée dans le travail. Et comme je faisais ça bien, j'ai mis toute mon énergie dedans. Et c'est ça qui m'a aussi grillée. Parce qu'en fait, il y a l'émotionnel qui ne suit pas. Et puis au final, je m'épuise, je ne me repose pas. Donc en fait, à un moment donné, ça ne suit plus. Donc je décide de stopper. Ouais. Et de me dire, en fait, je prends le temps, j'arrête tout. Et puis je prends le temps pour vivre vraiment. Pour revivre vraiment. Parce que dans tout ça, en fait, je calais plein de choses. J'allais beaucoup trop vite. J'allais beaucoup trop vite. Je me rendais même pas compte. C'est quand j'ai eu mon fils que j'ai réalisé aussi que je suis hyper active. C'est que je fais plein de choses, mais je me rendais même pas compte, en fait, de la quantité de choses que je faisais. Parce que c'est l'habitude. Par jour, parce que c'est l'habitude. Parce que l'émotionnel. En fait, il y a l'habitude. Il y a le fait que j'ai déjà beaucoup d'énergie et tout. Dieu merci. Déjà. Et en plus de ça, l'émotionnel vient jouer. Il y a plein de choses qui viennent jouer qui font que, en fait, on veut occuper l'esprit. On veut occuper l'esprit par le travail. Donc, je me choisis, je me soigne. Donc, je suis une thérapie. Je suivais déjà une thérapie, en fait, avant. En fait, à cette période-là, elle s'accentue encore plus, en fait. Là, j'ai beaucoup plus de séances, j'ai beaucoup plus... je prends beaucoup plus le temps de soigner avec un psychologue, avec une psychologue. Donc, la psychologue qui me suit depuis 6 ans maintenant, je l'amène ici.
Et ouais, donc on se relève et on se choisit. C'est vraiment ça, c'est choisir d'aller mieux. C'est combattre toutes ces pensées, parce que ça, c'est dur. Je suis passée par des pensées suicidaires, je suis passée par des choses... Vraiment, j'étais au fond du trou. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur de se battre contre ça, parce qu'en fait, l'émotion de la honte, d'avoir tout échoué, d'avoir tout perdu, d'avoir... Ça, en fait, t'as juste envie de te cacher dans un trou, genre de creuser un trou, de te mettre dedans et je disparais. Parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as l'impression que tout le monde te regarde, tout le monde te juge, tout le monde te fait des réflexions sur cette séparation, tout le monde c'est hyper dur, tu vois. Est-ce que c'est aussi l'impact du coup d'avoir une relation qui est aussi publique? Ouais. Ça aussi, ça joue énormément. Le fait d'avoir une relation publique, ouais, c'est... Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à une personne qui a vécu plus ou moins une vie plus ou moins similaire, une situation similaire à la tienne, de faire, justement? Toi, déjà, tu disais, donc, ne pas avoir honte d'avoir un psychologue, se faire suivre, accompagner, se faire aider. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations? Pour quelqu'un qui est dans la situation en burn-out pour se relever, c'est ça. Ouais, et de s'entourer. Parce que donc, il y avait la psy, mais la psy, je ne vais pas tous les jours. Et j'ai la chance d'avoir des amis et des sœurs, c'est mes sœurs, des sœurs d'âme, et puis mes petites sœurs aussi, qui ont été d'un soutien, mais infaillible. J'ai une de mes amies, souvent je lui dis, qui m'a sauvé la vie, chaque jour, j'exagère même pas quand je te dis tous les jours. Tous les jours. Elle est à l'autre bout du monde, elle m'envoie un message, elle me dit, tu es réveillée? Oui, je suis réveillée. Ah, je m'assurais juste que t'as pas fait de dinguerie. Ok. Et tous les jours, elle me parlait, elle était là. Je racontais les mêmes histoires en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, elle a été là. Et ça a été, ça a énormément joué. Le fait d'avoir eu ces sœurs autour de moi qui m'ont soutenue, qui étaient là pour moi, qui étaient là. C'était, je me rappelle d'une de mes amies qui travaille à Dzumounié et en fait, je l'appelle et je dis, j'ai besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Et elle me dit, je peux pas venir, mais est-ce que toi, tu peux venir? Donc, je vais dans les locaux, elle me rejoint dans la voiture. Et en fait, je reste dans la voiture et je pleure sur le parking de ces locaux et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et elle me dit, je sais. En fait, la complexité aussi, c'est que, avec mon ex-conjoint, c'est que on se connaît depuis le lycée. Donc, en fait, tout notre cercle d'amis, c'est le même. Ouais. C'est le même. Donc, en fait, nos amis ont eu un petit peu ce truc-là d'être un peu au milieu dans ce divorce en fait, il y a les deux, là. C'est compliqué. Et donc, ça aussi, je sais que c'est cette amie-là, par exemple, ça a été compliqué. Mais on parlait, avec elle, je parlais pas. Je parlais très peu. Mais par contre, si j'avais besoin de pleurer, je savais que je pouvais l'appeler. Donc, en fait, c'est ça. J'ai la chance, et que Dieu me les garde auprès de moi, d'avoir des amis sur qui je peux compter, que je peux appeler et j'ai besoin de toi. J'ai des sœurs. C'est des sœurs parce que c'est des amis. J'ai mes petites sœurs. J'ai des cousines, enfin, bref, avec qui j'ai un lien très, très fort. Et j'appelle, j'ai besoin de toi. Elles sont là. Ça relève aussi l'importance d'avoir un entourage. Un entourage bienveillant, compréhensif et qui te soutient. Oui. C'est vrai que quand tu l'as mentionné, hein, tu es aussi très actif sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup d'abonnés qui te suivent beaucoup. Et tu sais, ce chiffre-là qui est un peu plus. Qui est pas mal, donc tu as combien d'abonnés à peu près aujourd'hui? 6 7 000? Ouais, 6 900 et quelques, presque 7 000. Oui, environ là-dedans. Tu sais, ça peut paraître de se dire, ok, donc elle doit tout réussir dans sa vie. Et justement, ce type d'échange-là permet justement de voir qu'en réalité, ce chiffre-là qu'on voit, on a l'impression qu'en fait tout va bien et tout est réussi. En réalité, c'est juste ce qu'on laisse, ce qu'on propose aux gens en réalité. Donc, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, quand même dire. Donc,
Et ce qui est bien, c'est aujourd'hui, toi, tu es de plus en plus à l'aise à l'idée justement de parler de ces difficultés-là. Ça a été quoi justement ce processus de renforcement pour être émotionnellement? capable d'en parler. C'est ça, d'être capable d'en parler, de pouvoir être vraiment même à l'aise à l'idée d'en discuter et, justement et de gérer beaucoup mieux même tes émotions. J'ai toujours voulu être entière. J'ai toujours aimé être entière. Et je le disais souvent même sur Instagram. Moi, je suis pas là pour vous faire semblant. Ça va pas, ça va pas. En plus, je mettais les stories en mode on est triste, on est déprimé, mais on est mignonne, hein. Donc, je me levais, je me maquillais et tout, et je disais ça. Donc, j'en rigolais. Je disais voilà, on est en thérapie, on déprime, mais on est mignonne ici. Toujours positif. Et en fait, j'en ai toujours parlé. J'en ai toujours parlé sur Instagram. J'ai toujours été à l'aise avec ça. Je pense au tout début, on a un petit peu ce côté où on cache un petit peu, mais au fur et à mesure où moi j'étais assise en fait dans mes convictions et dans mes valeurs, et je me disais mais en fait il y a pas de raison, et au contraire je voulais casser cette image là. Je voulais casser cette image où les gens ils croient que tout est parfait. Il y a rien qui est parfait ici, hein. On se lève, on pleure, on a les cheveux en pétard. Il y a rien qui est parfait. Il y a des sociétés qui ferment parce que oui, il y a des projets qui n'aboutissent pas. Il y a des choses il y a des projets qui s'effondrent. Mais on y va. On a fait yallah, habibi. On se relève toujours et on avance. Voilà, c'est ça. Tu penses que cette persévérance, ça vient d'où? Cette persévérance, elle vient de mes parents, encore une fois. Elle vient de mes parents parce que, pareil, mon père, on en parle, les sociétés qui ferment, les restaurants. J'ai vu, je les ai vus traverser ça aussi, et c'est cette combativité aussi qu'a ma mère de continuer, de se battre. Donc, ouais, je pense qu'ils m'ont transmis ça, même inconsciemment, tu vois. Même inconsciemment, dans leur éducation, en les voyant faire. Et c'est ça toute l'importance quand on éduque aussi nos enfants. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça fonctionne pas. Et regarde ce qu'on fait. Et regarde, les enfants observent. Et c'est ça qui fait que pour beaucoup de choses, on apprend sans les mots. C'est ça, on apprend sans les mots. C'est exactement ça. Mais cette notion par rapport à mes émotions est encore plus venue s'ancrer avec le programme que j'ai fait avec Daouda. Daouda Salmi, c'est fait 5 mois et demi, presque 6 mois de programme, où en fait c'était vraiment de la libération de trauma. J'ai travaillé mon leadership, tout ça, l'art oratoire. Mais avant d'en arriver là, ça a été me libérer en fait de tous ces schémas de victimisation parfois, tous ces schémas de souffrance, tous ces schémas par rapport à l'ego. Parce que pour en fait réussir à retrouver son essence et à se connecter, à se retrouver soi-même, en fait il faut enlever toutes ces couches en fait d'ego, de souffrance et d'histoire qu'on se raconte en fait. Donc ça aussi c'est venu encore plus à soi en fait, mon amour pour la transparence de la vie, ça a toujours été ça. Même par rapport à mon fils, il y a eu une époque où au début je m'interdisais de pleurer devant lui. Et maintenant c'est pas un souci. Il y a eu une période où il me voyait pleurer, il me demandait et on en parlait. Et je lui explique que c'est mon émotion, qu'il ne doit pas la prendre pour lui et que c'est normal d'être triste. Mais que du coup ça va passer. Là je suis en train de la vivre pour qu'elle puisse passer et puis apprendre en fait, comprendre ok ce qui se passe dans cette situation, qu'est-ce qu'il joue. Donc tes challenges d'aujourd'hui peuvent aussi lui servir lui justement dans ton éducation aussi. Alright. Adèle influenceuse, on a très très peu parlé, mais tu as une belle communauté sur les réseaux sociaux. C'est venu comment, ce côté création de contenu, parler de ses émotions à travers ça, etc. Comment c'est venu?
Moi, sur Instagram, je raconte ma vie, en fait. Je raconte ma vie et puis c'est ça. J'avais eu un premier compte Instagram 2014-2015. Et en fait, j'avais atteint 1000 abonnés. Et je pense qu'à l'époque, j'ai eu peur. Je pense qu'à l'époque, en fait, c'était juste d'un coup, mais pourquoi? Qu'est-ce que les gens, ils viennent, ils s'abonnent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et je l'ai supprimé, mais pas temporairement, c'est pour récupérer. J'ai supprimé définitivement. Tu recommences de zéro. Oui, j'ai recommencé à zéro et puis je recrée. Donc quelques mois après, j'ai fait un petit temps quand même sans Instagram, sans réseaux sociaux tout court. Et quand je suis revenue, j'ai recréé un nouvel Instagram, au début qui était privé. Mais j'étais limitée parce que moi, j'aime beaucoup partager. J'aime énormément partager, c'est les tips, c'est si j'ai vu ça, j'ai acheté ça, ce que je raconte dans mes stories. Et les gens, pareil, ont repris à s'abonner. Donc au début, il était privé. Et puis, je l'ai ouvert parce que j'avais ce besoin de partage. Et le même phénomène se reproduit, où les gens, ils reprennent, ils s'abonnent, ils viennent, on discute, on échange. J'ai rencontré plein de gens super chouettes autour. Et en fait, c'est comme ça. C'est ça, en fait, l'essence de mon Instagram. Et je l'ai ressenti, il y a eu une époque, en fait, moi, j'aime beaucoup acheter et partager des entrepreneurs locaux. C'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur. Et aujourd'hui, parfois, les gens, ils peuvent penser que ça peut être des collaborations et tout, mais pas toujours. Très souvent, c'est vraiment, j'ai acheté quelque chose, j'ai kiffé et je partage. Et en fait, j'avais été confrontée à un problème un temps où des personnes que j'avais recommandées, des personnes avaient eu des mauvaises expériences. Et comme retour, on m'avait dit, oui, mais toi, quand tu vas dans cet endroit-là, t'es bien reçue parce que tu es influenceuse. Et je disais, mais non. Et en fait, c'était revenu très souvent pas partout, mais dans certains endroits. Il y avait eu un endroit en particulier. Et en fait, à un moment donné, à force que les gens ils faisaient des mauvaises expériences de personnes que j'avais recommandées gratuitement en plus sur mon Instagram, j'ai arrêté. Ça m'avait gonflé. Je me suis dit, non, en fait, je vais pas m'engager à dire, oh, allez-y, c'est trop bien, c'est trop génial. Et puis au final, quand les gens ils viennent m'écrire, ah oui, mais le gars il a été hyper désagréable, la dame de l'accueil, la serveuse elle m'a limite agressée. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, on parle pas du même endroit, on parle pas du même service. Et en fait, j'ai arrêté. J'avais arrêté ce truc-là, je partageais plus. Et je l'ai vu en fait que ça avait au niveau de mes statistiques, au niveau des interactions, ça avait grandement impacté. Et moi, je me retrouvais plus non plus. Parce que c'était l'essence de mon Instagram. C'était le partage. Quand je l'ai créé, c'était ça. C'était le partage. C'était ça. Et puis, à un moment donné, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, non, mon essence, c'est le partage. J'ai partagé. Maintenant, je laisse la responsabilité à la personne d'assurer son service ou pas. Et au final, ça a impacté ceux qui avaient des bons services. Parce que comme je ne connaissais pas toujours tous les services, forcément, il y avait des personnes avec le temps que je connaissais, mais des nouveaux services qui pouvaient arriver, que j'avais envie de partager. Je me disais, partage, après, je partage là, on vient me dire, la dame m'a agressé, il m'a volé. Et en fait, ça a impacté ceux qui avaient des bons services, des bons produits, etc. Et j'ai décidé de reprendre parce que ça me manquait aussi de partager, de mettre en valeur les entrepreneurs, les nouveaux services, Mayotte en fait Mayotte qui grandit, Mayotte qui se développe, toutes ces nouvelles entreprises qui arrivent, qui font que on passe d'une consommation juste de masse, de survie, au plaisir en fait, à tout ce qui est loisirs et confort et tous ces services-là. L'île qui évolue. C'est ça, c'est l'île qui évolue et j'avais envie de continuer à remettre ça en valeur. Donc ça, quand j'ai repris, forcément même moi du coup j'étais mieux, j'étais beaucoup mieux et les partages ont repris et puis c'est ça et puis je me prends pas la tête. Les story bonnets, c'est notre nouvelle activité avec Ouemani, les story bonnets.
Voilà. Mais du coup, donc, petit à petit, donc, c'est partage. Au fur et à mesure, bah, tôt ou tard, ça devait arriver. Donc, tu sais que tu as une influence. Quand tu partages, les gens, ils viennent parce qu'ils te font confiance également. Donc, tu commences à monétiser. Est-ce que tu as fait des partenariats? C'est quoi plus ou moins les partenariats monétisés que tu as pu faire justement par là? Ça venait tout juste de commencer avant que j'arrête. En fait, je partageais beaucoup Sublime Institut parce que j'y allais moi en tant que cliente. Et donc, elle me dit, écoute, tu m'as rapporté de l'argent et j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on mette en place un partenariat. Et ça a été mon premier partenariat officiel avec elle. Puis j'ai travaillé avec une marque. Et puis j'ai travaillé avec My Little Pleasure aussi, qui est une marque de bijoux en acier inoxydable à Mayotte. J'avais été contactée par, je n'ai plus le nom en tête, mais c'était pour des activités touristiques, mais c'était à la période où en fait j'ai arrêté. Donc en fait au moment où j'étais contactée par de plus en plus de marques, c'est la période où j'ai décidé d'arrêter parce que dans tout ça, il y a aussi des objectifs. Donc en fait, il y a la pression des chiffres. Toujours la pression des chiffres. Parce que forcément, aujourd'hui, la marque investit, c'est pour avoir un retour sur investissement. Donc en fait, il faut faire le taf derrière, etc. Et c'est pas forcément évident, c'est de retrouver l'équilibre entre cet amour du partage que j'avais et tout l'aspect business. Donc c'est trouver cet équilibre-là aussi. Toujours dans cette guerre d'alignement entre l'argent et tes valeurs. Et mes valeurs, toujours. Bien évidemment, très très important. L'univers de l'influence est en train de monter de plus en plus sur l'île. Donc on a des influenceuses qui sont monétisées, etc. Donc l'entrepreneuriat de base sur l'île est en train de progresser énormément parce que les gens étudient plus, les gens voyagent plus, les gens sont de plus en plus créatifs. Toi, dans ton expérience à toi, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer sur l'île? Donc par rapport à l'entrepreneuriat en général. Par rapport à l'entrepreneuriat, c'est... Moi, je fais beaucoup de services. Donc, j'ai pas vraiment été confrontée aux mêmes difficultés par ceux qui, par exemple, reçoivent de la marchandise, etc. Mais ça a pu être, par exemple... qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté? Ça peut être parfois les délais de paiement. Voilà. Ou l'honnêteté de certaines personnes. Ça peut être ça. Mais, ça, je pense que c'est pas que oui, sur l'île. C'est pas que sur l'île. Ça, c'est juste Mais par rapport à ça, oui, j'ai pas eu les mêmes difficultés que celles qui ont... des produits. Des produits, oui. Parce que moi, je vends du service. C'est pas forcément la même chose. La seule difficulté que j'ai eue, c'est que par exemple, pour l'animation, en fait, il faut avoir plein de tenues. Et en fait, d'un point de vue budget, parfois ça peut vite monter. Et parfois, certains clients ne comprennent pas. J'ai déjà été sollicitée par une cliente pour un événement le soir au sud. Toi, tu vis dans le nord. Moi, je vis dans le nord. Ça veut dire que je dois dormir au sud. Une tenue de gala à Mayotte, parce qu'en fait, c'était dans un délai très court. Je n'avais pas de tenue, il fallait que je trouve en fait la tenue qui soit appropriée, adaptée. Ça coûte pas 50 € à Mayotte. 50 €. Et en fait, elle me disait oui, mais j'ai reçu des devis exorbitants, etc., etc. Je dis mais madame, ne serait-ce que pour dormir au sud, déjà dans les frais, j'en ai pour plus de 100 €. Ouais. Juste ça. Même pas l'essence. La tenue, le maquillage pro, tout ça, en fait, parce que je pourrais me maquiller moi-même, mais il va pas tenir toute la soirée à courir, à monter, descendre, etc., etc. Je n'ai pas en fait le même matériel et la même expertise que la maquilleuse pro qui va me faire un maquillage qui va tenir à toutes les circonstances. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça coûte pas 10 €. Donc en fait, à un moment donné, il y a ce côté-là où parfois certains clients peuvent dire ouais, mais c'est cher. Oui, c'est cher, mais en fait parce que sur l'île tout est cher.
Donc, en fait, même si on vend du service, en réalité, en fait, on fait appel à d'autres qui, en fait, cumulés, tu es déjà à 400 euros de charge, t'as encore rien mis dedans. T'as encore zéro T'as bénéfice. rien mis dedans. Là, c'est que pour te préparer pour l'événement, quoi. Donc, C'est particulier, c'est très spécial. Mais donc, ça me laisse justement la porte ouverte par rapport à cette question-là que je lui ai posée depuis tout à l'heure. Elle est importante. C'est une question que je pose souvent aux personnes que j'ai beaucoup posé à des personnes qui vendaient des produits. Et toi, dans le service, ce serait intéressant d'avoir ta réponse. Si je te donnais 20 000 euros tout de suite, tu dois revenir dans un an avec 100 000 euros. Dans quoi tu aurais entrepris? immobilier. Immobilier. Dans un an, il faut revenir avec 100 000. Ah, dans un an, il faut revenir avec 100 000. Oui. C'est jouable dans l'immobilier. Ah ouais, comment tu ferais? Dans location courte durée, LMNP. Location courte durée à la nuitée à Mayotte ou dans l'autre. Ça monte vite, hein. Ouais, Ça monte très vite. Un achat, est-ce que tu as 20 000, tu peux avoir, même sur un petit appartement, même pas de grande maison ou quoi, quand on voit tous les gros groupes et les grosses entreprises sont obligés de faire venir beaucoup, il y a beaucoup d'allées et venues de professionnels sur l'île. Et aujourd'hui, les hôtels, les établissements sont beaucoup occupés par ces personnes-là. Donc en fait, ça peut, tout ce qui est location courte durée, quand on est sur quelque chose qui bombarde. Quand il y a un bon rythme. Quand il y a un beau rythme. Ça peut pas. Franchement, je pense que c'est jouable. Mais sinon, sur l'île, autre que l'immobilier ou hôtellerie courte durée. La réponse qu'on m'a donnée à chaque fois, c'était un magasin qui vend des produits alimentaires. C'est la réponse que j'ai eue, genre, à 80%. Ok, Parce qu'on ne produit pas à Mayotte. c'est vrai. Très peu. On produit très très peu à Mayotte. Et on importe énormément. On importe énormément. Et donc, il y a le besoin, il est en général très fort. D'ailleurs, on l'a ressenti avec la période actuelle. Ouais. Donc, vraiment beaucoup plus. All right. On a parlé vraiment beaucoup plus de cette partie très entrepreneuriale, très business. Mais on connaît aussi Nabella très sociale, très engagée dans ce domaine-là. Tu as fait partie de différentes associations. On a pu en parler avec l'entraide avec les étudiants, différents projets. Il y a aussi toujours dans ce côté entraide-là. On t'a vu beaucoup ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, avec WCK. J'ai répété ça en français. WCK, pour l'événement qu'il y avait là. Parle-moi plus ou moins un peu de cette expérience-là. World Central Kitchen. Ah, WCK. Alors, WCK, après le cyclone, moi, j'en avais entendu parler par une amie qui est dans une association avec qui j'ai déjà travaillé, Human Heart Comores, qui m'a envoyé le message en me disant que il cherche des personnes, des bénévoles, des traducteurs, etc. Et donc, j'ai tout de suite cherché à rentrer en contact avec eux, surtout pour faire bénéficier en fait des repas et des denrées alimentaires dans mon village. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Moi, j'avais commencé avec Human Heart Comores, justement, qui m'envoyait des packs d'eau. J'avais distribué des packs d'eau. J'avais aussi fait des petites actions avec une autre action avec Anis de Soroda Concept. Mais c'était pas assez. C'était pas assez. On avait quelques packs d'eau, on a quelques packs alimentaires. En fait, quand tu regardes les besoins, c'est énorme. Et donc, moi, je suis allée en leur disant, écoutez, j'ai besoin de votre aide dans ma commune. Mais en fait, quand je suis allée, au début, c'était pour vendre à boire, et après, je me suis dit, mais non, je connais des gens dans la commune, j'ai des amis dans chaque village, je les ai sollicités. S'ils veulent bien faire la même chose
pour leur village. Donc moi, j'allais m'occuper de ma distribution à Bandrabois et chacun allait s'occuper. Donc j'en avais un pour Dzumonier, pour Bouini, pour Ranjema et pour Mtsangambois. Donc moi, j'allais m'occuper juste de ma commune de Bandrabois, qu'on reçoive la nourriture. Donc j'y vais avec mon équipe. J'ai appelé les gars, je leur ai dit, il y a ça, ça, ça. Ils peuvent nous fournir à manger. Vous pouvez gérer pour vos villages? Oui, ok, très bien. Je demande un rendez-vous, on a rendez-vous, on y va. Et en fait, le manager, il me dit, mais on veut faire ça sur tout le Nord. Donc, si ça te dit, on a besoin d'aide, en fait, pour le Nord, parce que, ils connaissent pas le terrain. Eux, ils arrivent, ils ont une force de frappe, mais j'ai jamais vu ça. Ouais. Incroyable. Mais, en fait, cette force de frappe, elle n'a aucun intérêt si sur le terrain, ils n'ont pas, en fait, de visu, ils n'ont pas de personnes qui connaissent le terrain. Et donc, au début, on commence pour déjà mettre en place dans la commune de Bandrabois et tout ça. Et comme le Nord, c'est mon terrain de jeu, on fait le tour, etc. Et ils me proposent de travailler avec eux. C'est la crise, c'est compliqué. J'en parle avec mes parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable? Mon père me dit ok, on peut s'organiser et faire comme une sorte de mise à disposition. En gros, c'était notre participation pour la crise actuelle. C'est faire de détacher, mettre à disposition quelqu'un de notre équipe pour aller sur le terrain, pour aider la population. Et donc voilà, on s'est mis d'accord sur ça, sur cette organisation, et m'a dit vas-y, on gère le reste. Parce que ça a demandé, je partais à 6h, je rentrais à, je sais pas quelle heure je rentrais, mais j'y rentrais super tard, toujours à chaque fois. Et dans cette période, toi aussi, chez toi, tu as aussi été impacté. Oui. Là, je gère, là, mon toit s'est envolé, tout dans ma maison est cassé, donc il y a le nettoyage, etc. Mais on avait réussi à avoir des personnes qui nous avaient aidé pour le nettoyage. Donc oui, en fait, j'ai cette dualité de, ok, il y a mes travaux là-bas, il y a le nettoyage. Là, on parle même pas de travaux, il y a le nettoyage, en fait, de la maison, parce que forcément, moi, j'étais à l'étage, le rez-de-chaussée, il y a les infiltrations d'eau, parce que il y a pas de toit quand il pleut. Effectivement, ça il rentre. pleut en bas. Et en même temps, en fait, l'action sur le terrain, quoi. Donc, mon père me dit, vas-y, on s'occupe, on gère ici. Toujours Toujours dans l'équipe. Toujours dans l'équipe. Une vraie team. Ouais. Et donc, j'intègre, il me propose donc d'intégrer en tant que community outreach. Donc, je fais de la sensibilisation communautaire. L'objectif était de trouver des associations de groupes de citoyens. Donc, sur une zone qui m'était donc attribuée. Moi, c'était tout le Nord, tout le Grand Nord. Donc, toutes les communes du Nord, donc Bandrabois, Mtsamboro, Akwa, Mtsangamouji. Et de trouver des groupes de citoyens, d'associations, pour qu'ils puissent recevoir soit du riz, soit des repas chauds, et qu'ils puissent les distribuer. Mais pour ça, il faut aller faire du repérage, aller voir les populations qui sont impactées, estimer combien de personnes, combien de repas est-ce qu'il y a besoin, faire remonter les informations, coordonner, et puis en fait, eux en interne, après, enfin la partie logistique et toute la partie gestion des restaurants, en fait, s'organiser pour voir au niveau des restaurants qu'ils arrivaient à avoir. Et puis, à un moment donné, en plus, la personne qui devait faire le repérage pour les restaurants est partie. Et donc, comme moi, j'étais dans le Nord, ils m'ont demandé, est-ce que je peux faire ça en plus, du coup, de la sensibilisation communautaire que je faisais, enfin, la recherche, en fait, d'assauts et de groupes de citoyens que je faisais. Donc, c'est venu encore se rajouter, pas pendant très longtemps, mais sur un temps où, quand je voyais, en fait, quand je voyais des restaurants, c'était de les référencer, d'aller poser le questionnaire, les référencer, les faire remonter pour que eux ils prennent le relais, ils aillent faire la visite et tout, etc., tout ça. Donc on travaille sur ça pendant, je crois, j'ai fait 1 mois pile. Et ça a été d'une intensité incroyable. On a fait 2 semaines sans repos. Moi, quand je suis arrivée. Tous les jours. Tous les jours, du lundi au dimanche. Tu te réveilles. Et on avait réunion tous les jours à Mamoudzou parce que à ce moment-là, les opérations sont pas encore à 100% mises en place. Donc, il faut à chaque fois qu'on fasse le point
avant de se déployer sur le terrain. Vient se rajouter à ça, on travaille en anglais. On travaille en anglais parce que ils viennent du monde entier. Il y a ceux qui arrivaient du Brésil, de la Turquie, de l'Ukraine aussi, et de la France, des États-Unis, du Canada. C'était une équipe internationale. Et en fait, on est tous là pour Mayotte. Et ça, c'était incroyable. Et je n'ai pas cessé de les remercier et de leur dire, mais en fait, vous n'imaginez pas ce que vous faites pour l'humanité. Et une fois, je leur ai dit, au nom de l'humanité, merci. Parce qu'en fait, il faut être d'un degré d'âme supérieure pour laisser sa famille pendant des mois. Parce qu'il y en a qui font des missions qui durent 3 mois, des mois. Après, ça tourne parce qu'eux, ils sont salariés. Ils sont vraiment salariés de WCK. Donc, en fait, quand il y a des crises humanitaires, climatiques, en fait, ils sont mobilisés. Et on questionnait. Et j'avais adoré la réponse de aller. Faut juste être à côté d'un aéroport. Elle m'avait dit, faut juste être à côté d'un aéroport. Parce qu'en gros, en fait, peu importe où tu es, s'il y a une crise, tu peux partir. Et en quelques jours, tu es déjà dans l'avion, tu es à l'autre bout du monde. Parce qu'il y a eu, là, par exemple, pour le tremblement de terre qu'il y a eu en Birmanie, en quelques jours, mobilisation, hop, ils étaient déjà partis, quoi. Et à quoi ça ressemble, justement, à une organisation internationale qui débarque en Mayotte? L'organisation ok, j'arrive dans un nouveau lieu, je connais pas, c'est la catastrophe, tout est très désorganisé, il y a des manques de ressources. À quoi ça ressemble de l'organisation de quand tu arrives là? De ce que tu as pu voir, toi? De ce que j'ai pu voir, c'est tout de suite prendre contact avec les locaux, les personnes qui habitent sur le territoire et les organisations. Et travailler avec les organisations. C'était énormément de monde, tout était calé. Il y avait une personne pour chaque chose, en fait, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Et parce que ça demandait, c'était tellement minutieux, c'est incroyable. C'était tellement minutieux, parce il y avait je sais pas combien de repas on était par jour. Mais je sais que nous, on était à 5000 et quelques sur les communes par jour, par semaine. Moi, mes points de distribution, à la fin, on était à 33 000. Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, quand j'ai fait le bilan, j'ai fait, je coordonne ça, je participe à la coordination de ça tous les jours. Et c'est énorme. Mais c'est un travail rempli d'humilité pour eux. C'est d'arriver et de dire, et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est que c'était pas en mode sauveur. C'est, nous, on est là pour vous aider, mais on a besoin de vous. Constamment. On a besoin de vous. On a besoin des gens qui sont sur place. Vous connaissez le terrain. Vous connaissez les gens. Nous, on arrive avec une organisation qu'ils ont à peu près. Et on travaille ensemble. Donc, c'était des logiciels, des bases de données qui étaient connectées. Je me rappelle, on avait un petit Garmin qui nous permettait d'avoir du réseau, parce qu'on n'avait pas de réseau. On n'avait pas de réseau. Qui permettait, en fait, si jamais on a besoin d'être en contact, d'avoir, en fait, d'être contacté, ou si j'ai un souci, parce que le territoire fait que parfois on peut être en danger. Si on est en danger, en fait, ça envoyait un signal tout de suite à la centrale. Donc on avait ce petit boîtier qui nous permettait en fait qui leur permettait de savoir où on est en cas de besoin pour notre sécurité, mais aussi pour prendre contact avec eux en cas de besoin et inversement aussi. Mais c'est vraiment tout était minutieusement organisé. Il y avait un groupe, il y avait des pôles. C'était bien, tout était cadré, etc. C'était une chorégraphie très très bien calibrée. Mais dans cette période, donc il y a beaucoup de magasins qui sont cassés, des portes, des grillages qui ne pouvaient pas s'ouvrir. Donc on avait beaucoup de difficultés à ouvrir même les magasins. Comment ils font justement pour avoir toutes ces denrées pour justement nourrir les gens? En fait, avant même d'arriver, ils avaient déjà pris contact en fait avec les grands groupes, etc., ceux qui pouvaient encore fonctionner.
Donc, en fait, il y avait ça. C'est que ceux qui étaient fonctionnels avaient été contactés pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et ensuite, je pense au fur et à mesure, il y a une organisation qui s'est installée. Et puis, eux-mêmes, ils ont reçu, l'organisation recevait des conteneurs de nourriture qui étaient arrivés du Kenya. On recevait des denrées alimentaires, des avions militaires, des conteneurs qui arrivaient du Kenya, avec que des denrées alimentaires pour pouvoir fournir tout ça. Parce qu'au début, on travaillait qu'avec les restaurants localement. Et puis, petit à petit, il y a une cuisine centrale, parce que c'est le cœur, en fait, du projet aussi. C'est de construire une cuisine centrale qui prépare les repas qui, après, sont dispatchés dans les points de distribution. Dans cette période-là, c'est la crise. On voit beaucoup de choses très moches. Comment toi, tu es sur le terrain. Tu sais, beaucoup de personnes ne peuvent pas bouger parce que la voiture est cassée, etc. Toi, tu es sur le terrain, tu bouges tout le temps, donc tu vois les choses. Comment tu arrives à gérer justement tes émotions durant cette période-là? Parce que c'était déjà difficile pour nous qui avons vu très peu. Mais toi qui as pu tourner dans tous les villages, voir la difficulté de chaque personne, comment tu as géré ça? Moi, j'étais déjà dans un état automatique, Moi, j'étais en mode automatique parce que j'avais fait ce qu'on appelle une dissociation. C'est que moi, j'étais en mode automatique. C'est quand il y a eu, quand mon toit s'est envolé, j'étais dans ma maison, j'étais sous ma table. J'étais sous ma table à manger. Donc, en fait, à ce moment-là, déjà, je suis en mode, je suis pas en mode, je vais mourir. C'est, ok, il faut que je sorte de là, d'accord. Il faut que je sorte de là, ok, si je fais ça, j'étais en mode calcul. Ouais. Donc, en fait, ce mode-là est resté. Et j'étais en mode opérationnel et je laissais très peu de place, en fait, aux émotions. Mais en même temps, j'avais une confiance inouïe en Dieu. Ça a beaucoup joué à ce moment-là. Mais je sais que au tout début, c'était dur, en fait. Les premières distributions que j'ai faites étaient vraiment difficiles. Parce que tu rentres à l'intérieur. Tu vois des gens tu es face à la misère des gens et ça bouleverse. Et je me rappelais que dans mon malheur, j'avais énormément de chance. Parce qu'il y a des gens qui dormaient dehors, vraiment. Des personnes qui avaient récupéré des matelas qui étaient imbibés d'eau, etc., qui étaient abîmés, mais qui me disaient, mais je dors dehors avec mes filles. Ça, c'est tout, en fait. Parce que là, actuellement, ils me disaient, là, actuellement, on met un petit bout de tissu et puis on dort à même le sol. Donc, ça bouleverse et moi je me disais, dans mon malheur, j'ai énormément de chance. Dieu merci. En fait, je peux dormir. Les premiers jours, je dormais chez mes parents. Je dormais au salon chez mes parents. Et puis après, j'ai pu venir dans l'appartement ici. Et en fait, à chaque fois, je me disais, Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'avais que ça constamment dans ma tête, de me dire, mais ça me ramenait à toute la chance que j'avais, moi, en fait, ça m'a sorti complètement de me dire, mais parce que tout est parti, j'ai récupéré. Dieu merci, j'ai réussi à récupérer des vêtements, des parfums. Mais en fait, du coup, ça me rappelait, il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu, donc en fait, là, tu peux. C'est pas que je me disais pas, je peux pas me plaindre, c'est que ça ne venait même pas. C'est qu'il y a un jour, je me suis dit, non, c'est pas normal de se sentir comme ça, genre en mode, je suis même pas méga triste et tout. J'ai essayé, je me suis dit, ouais, non, j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Mais face à ça, ça bouleverse. Je me rappelle une fois, mes jeunes du LVM m'avaient accompagnée, elles voulaient participer avec moi aux premières distributions. Et on est sortis de là, quand on a fini, on s'est assises. Et on se regardait et il y a une telle qui m'a dit, c'est bouleversant. Je dis oui, je sais, c'est bouleversant de rentrer dans la misère, de voir les gens en souffrance avec tant de difficultés. Et ça nous donne de la force, en fait, pour faire ce qu'on fait. Ça nous donne de la force pour agir et pour donner vraiment de soi-même. C'est pendant ces opérations-là que j'ai découvert le vrai don de soi. C'est que
forcément, comme plein de gens, plus jeune, j'avais ce besoin de reconnaissance. Que quand je faisais quelque chose, peut-être on a besoin de, oh, elle dit même pas merci. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, je ne demande même pas de merci. C'était juste, je veux juste que vous ayez quelque chose à manger. Vous avez à manger, c'est bon. Et j'ai découvert le vrai don de soi. Ça a été une opération incroyable et on sort de ça, ça bouleverse, mais on est beaucoup dans l'importance que les personnes reçoivent à manger et trouver la balance dans tout ça. Dans cette expérience-là, est-ce que tu as eu des moments qui étaient plus mémorables que d'autres? Des moments qui ont été plus mémorables que d'autres. Je sais pas, j'essaie de tourner, mais en fait, à chaque fois, on est face à la reconnaissance des gens, à tout l'amour que les personnes peuvent porter et dire je crois qu'on m'a jamais autant dit merci en en temps si concentré. Et ce qui m'avait marqué, je parlais de choses qui m'ont marqué, donc ça c'est les choses qui m'ont marqué positivement, mais il y avait des choses qui m'avaient marqué qui étaient négatives, c'était parfois d'être confronté quand même à des personnes qui pouvaient manquer d'empathie, malgré toute la misère du monde en fait, malgré face à des personnes en difficulté extrême qui pouvaient soulever des débats totalement inutiles et commettre des gestes totalement inutiles parce que l'ego, en fait, se laisser porter par l'ego. Et c'est vrai que ça m'avait marqué négativement, mais ça permet de prendre du recul, en fait, sur encore toute cette globalité-là. On parle de don de soi. On parle de comment dirais-je, je cherche mes mots, de gestion de ses émotions, etc. Tout ça, c'est des termes qui sont aussi même très, très fortement liés au développement personnel. À quelle place ça a pour toi, justement, le développement personnel? Le développement personnel a eu une place très, très, très importante très tôt. Je crois quand j'ai découvert le développement personnel en 2015, 2014-2015, ouais. Et en fait, ouais, j'ai plongé dedans, j'ai découvert plein de coachs, j'ai suivi plein de programmes, parce que j'ai toujours aimé travailler sur moi, j'ai toujours travaillé sur moi. Par exemple, moi, je suis une ancienne phobique de l'eau, et très tôt, je savais que cette peur ne m'appartenait pas. Mais je n'avais pas les armes pour la combattre. Je savais que c'est quelque chose qui m'avait été transmis par ma mère, et parce que de par l'histoire locale, par rapport à l'eau, etc., l'océan, la peur des noyades, etc., etc. Et je voulais absolument combattre cette peur-là. Donc je la combattais, je voulais pas. Et puis la première fois que je rencontre le développement personnel, c'est avec Livia Cairo, qui est une coach guadeloupéenne, et avec qui je travaille les traumas, avec qui je travaille le rapport à l'argent aussi. Et je grandis et je comprends les mécanismes. Et je me dis, waouh, mais le cerveau, il peut faire tellement de choses. Et je m'amuse avec mon cerveau. Je fais des petites expériences sur moi pour voir, en fait, jusqu'où, en fait, on peut pousser ce truc. OK, si je fais ça, comment il réagit? Comment mon cerveau il réagit? Comment, en termes de fonctionnement, ça réagit? Donc, en fait, j'ai toujours voulu grandir, en fait. Développement personnel, c'est une volonté, une envie de grandir. Mais j'ai baigné, j'ai beaucoup consommé du contenu, etc. Surconsommé. Ça m'a énormément aidé, et surtout à une époque où voilà, on se découvre, on vit sa vie d'adulte, ça commence. Et puis, le gros changement. C'est ça. La construction réelle, identitaire, vraiment là, elle prend de l'ampleur. Et puis, elle se développe, et je découvre Dawila Salmi, qui ne parle pas de développement personnel, mais de dépouillement personnel. On est toujours sur la même dynamique. Après, ça dépend des coachs, mais on était vraiment sur de la libération. On enlève toutes les couches, on vient dépouiller, en fait. On dépouille la construction identitaire que j'ai de tous ces traumas, de toutes ces pensées limitantes, de tout ça. Et
pour en fait pouvoir déployer en fait son plein potentiel. Et pour moi, c'est primordial en fait de grandir. C'est primordial d'évoluer. Et je suis persuadée qu'on n'est pas des êtres figés. On n'est pas colérique ou on n'est pas ci, on n'est pas ça. Pendant longtemps, je l'ai pensé. Mais aujourd'hui, je sais qu'en fait, j'ai appris avec Dawila d'ailleurs que, en fait, non, on n'est pas arrêté, on n'est pas défini comme ça se travaille. C'est des traits de personnalité qui vont être plus ou moins marqués selon les périodes de nos vies, selon ce qu'on va vivre, selon les moments, mais parce que on a eu pendant longtemps un sentiment d'injustice, donc on va avoir beaucoup de colère en nous, et donc en fait, la colère, on nous a pas appris à la gérer, etc., etc. Donc tout ça, on va, à travers le développement personnel et la construction de soi, la volonté de grandir, c'est cette place-là qu'a le développement personnel dans ma vie. Tu m'as parlé quand je t'ai parlé de développement personnel, tu as très vite arrivé à l'argent, à la relation avec l'argent. Oui. Qu'est-ce que tu as appris, justement, dans ce moment-là, avec l'argent, justement? Par rapport à l'argent, qu'est-ce que tu as appris durant ce moment où tu as eu un coaching qui était lié à ça? Qu'est-ce que tu as appris, en gros, quelle croyance tu as pu virer, on va dire, à ce moment-là? Quelle croyance j'ai pu virer, par rapport à l'argent? Par exemple, c'est difficile de faire de l'argent. Par exemple. C'est que il y a eu une époque où je pensais, on a cette croyance de c'est difficile de faire de l'argent, c'est difficile de faire du chiffre, etc. Et en fait, c'est une croyance qui met un plafond de verre. Parce qu'on se dit, c'est difficile. Donc en fait, on se met dans un état de combativité. Alors que quand on vient changer, exploser en fait cette pensée-là, et de se mettre, mais en fait, non. C'est facile de faire de l'argent. Il suffit de trouver son excellence et là où j'excelle quand je le fais parce que c'est pas difficile pour moi. La difficulté peut venir quand je force dans un milieu où je sais que je suis pas à mon plein potentiel. Mais en fait, on m'a poussé, donc j'y vais parce que je fais comme tout le monde. Vu que j'ai commencé, je continue. Je continue. Oh bon, tout le monde fait ça, donc vas-y, je vais faire. Mais on n'est pas réellement convaincu. Donc bien sûr, en fait, ça va être plus difficile. Mais voilà, ça, par exemple, il y a eu ça, il y a eu... je me rappelle plus trop tout ce que j'avais travaillé à l'époque. Mais là, d'ailleurs, dernièrement, j'ai pareil, le même... là, je dois faire le même exercice. Refaire l'exercice parce que c'est quelque chose que... Ce n'est pas arrêté. Ça, c'est une pensée que beaucoup de personnes peuvent avoir. C'est, en fait, on fait du développement personnel et puis on a super confiance en soi et puis c'est bon. En fait, non. L'évolution de la personne, c'est tout le temps. C'est presque tout au long de sa vie. Et la confiance qui s'entretient. Mais elle, ça s'entretient. Aujourd'hui, je sais que c'est à travers la confiance en Dieu. Ma confiance en moi se construit à travers la confiance que j'ai en Dieu. C'est que il y a des choses qu'il met sur mon chemin, des choses qu'il met sur mon chemin, des compétences qu'il m'a données, des facilités qu'il m'a données, mais il m'a donné ça. C'est un cadeau qu'il m'a offert. Donc, ne pas avoir confiance en moi, c'est ne pas avoir confiance en Dieu. Et aujourd'hui, c'est dans ça, en fait. Ça fait que quelques mois que j'ai cette nouvelle croyance qui est en train de se construire et de s'installer. Parce qu'à travers ce programme que j'ai fait avec Dawila, j'ai énormément travaillé sur la spiritualité et mon rapport à l'islam. Et l'islam a pris une toute autre place, importance dans ma vie. Et mon travail, tout ce que je fais, les projets. Avant, c'était religion, projet, entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, c'est un tout, en fait. Tout est lié. Tout est lié. Toute la connexion est liée. Et parfois, je peux être... j'ai vécu quelques épisodes de guidance qui sont assez incroyables et qui me permettent en fait de me rappeler à chaque fois que que Dieu il est là avec moi et c'est lui qui me guide en fait. C'est vers ça qui m'emmène. Okay. Nice. On parle d'entrepreneuriat, on parle de projets, on parle de tout ça. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'événements. Est-ce que tu es riche maintenant?
Est-ce que je suis riche aujourd'hui? Je suis riche déjà du cœur. Euh, et on est tous riches, plus que la majorité des personnes sur cette planète. Effectivement. Euh, je me suis jamais posé cette question, est-ce que je suis riche? Mais je considère que j'ai un... Je considère que, quand même, j'ai un niveau de vie que je peux me permettre, que tout le monde ne peut pas se permettre. Et par ça, je considère que oui, je suis riche. Mhm. Et l'Adéla qui va arriver plus tard, qui a des projets, qui est ambitieuse, qui veut faire beaucoup de choses, c'est quoi sa définition de la richesse? C'est qu'en gros, ce que j'aimerais bien vraiment me répondre, c'est quels éléments tu t'es fixé toi avec tes objectifs, te dire, ok, une fois que j'ai atteint ceci et cela, tel montant, etc., là j'aurais atteint un objectif. Là j'aurais atteint un palier conséquent dans ma vie. Je me suis pas fixé. J'ai eu un temps où je me suis fixé cet objectif-là. Je l'ai atteint. Et je Une t'avoue, bonne je ne me suis chose. pas fixé à l'autre. Mais il y a une chose que Shiloh m'a appris, c'est qu'il n'y a rien qui est fixé. C'est que tu peux tout avoir. On avait presque tout. J'avais une très belle maison, j'avais un bon travail, j'avais ma petite vie. Et puis, tu vois. Tout est vrai. Donc en fait, l'objectif de oh, j'aurais réussi quand j'aurai ça, en une fraction de je peux l'atteindre et à la minute où je l'ai atteint, mais en fait, tout s'envole. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je suis pas dans, je ne suis plus que dans un objectif de chiffre. C'est vraiment un objectif de bien-être en fait, parce que les projets bougent, les projets bougent et aujourd'hui, bah forcément, en termes de revenus, euh, mes revenus ont baissé parce que j'ai arrêté plein d'activités, mais je me sens bien. Enfin, je me considère pas comme plus pauvre. Enfin, je ne ressens même pas, presque pas. Je ne ressens pas en fait cette différence énorme parce que parce que dans mon bien-être, en fait, Bien plus haut. je suis bien plus haut. Parce qu'en fait, parfois, on peut se fixer des objectifs de chiffres et au final, tu profites même pas. Pourquoi? Parce que tu travailles tellement, tu n'as pas ta famille, tu es malheureux. En fait, c'est une balance à trouver. Il ne s'agit pas juste de chiffres et de se dire j'aurai réussi quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, etc. C'est un cheminement et le plus important, c'est d'être bien. À l'instant T, je suis bien, je suis heureuse, je m'amuse, je fais quelque chose que je kiffe, je passe du temps avec ma famille, avec mes amis, on rigole, il y a mes parents, tout va, dans mon environnement, je considère que tout va bien. Et puis, bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment la leçon de Shiloh. Hein. C'est celui qui avait, il n'a plus. Celui qui n'avait plus, il l'a encore moins. Donc, en fait, là, tout le monde repart à zéro. De Shiloh, c'était la leçon de ne crois pas que c'est bon, là, T'es déjà arrivé. ouais, que tu es arrivé, que là, tu peux te considérer, c'est bon. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il y a une prière que je fais souvent à Dieu. C'est, je lui demande souvent que quand tout s'effondre, tout s'effondre, de me donner la force de moi être là pour moi, de me donner la force de tout recommencer. Parce que j'ai toujours conscience que tout peut s'effondrer. Combien de millionnaires sont à la rue? Combien de personnes qui gagnent énormément d'argent, des footballeurs professionnels, des acteurs, sont à la rue? En fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'en une fraction de seconde, on peut tout perdre. On a, donc, là, dans ton discours, on voit différentes réussites, différentes manières d'interpréter justement la réussite. Mais pour toi, donc, avec ta nouvelle perception des choses, c'est quoi ta nouvelle manière de voir la réussite? C'est quoi ta définition de la réussite? La nouvelle manière de voir la réussite, c'est... je te dirais que la réussite,
c'est d'avoir envie de faire quelque chose et d'y aller. Il n'y a pas pire que d'avoir envie de faire quelque chose et de ne pas le faire. C'est la pire c'est le pire des échecs, ça. C'est j'ai envie de faire ça, mais ben, j'y vais pas. Parce que d'un point de vue pensée limitante, parce que je m'autorise pas, parce que j'ai peur, parce que je m'empêche pour X ou Y raison de le faire. La réussite, c'est en fait, oh, j'ai envie de faire ça. Puis ben, je me lève et j'y vais. Peu importe le résultat à la fin. Voilà. C'est une belle manière de voir la réussite en tout cas. On approche un peu plus de la fin de l'interview. C'est un super échange. Il y a toujours un petit moment de questions très rapides et très spontanées que j'aime bien prendre le temps de vous poser. C'est parti. Alors, attends. Oui. Nice. Ok. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? La première chose que je fais en me levant le matin, respirer. Great. Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Mon téléphone, les notifications. Tendance à vouloir répondre, en fait, boucler, je te réponds comme ça, c'est fini. Une mauvaise habitude. Je vois. Que fais-tu dans les moments de très grosse déprime? Dans les moments de très grosse déprime, je travaille. Le syndrome. Quel est le dernier livre que tu as lu? Les secrets de l'amour divin. Oh, nice. Quelle est l'activité que tu aimerais faire plus souvent? Snorkeling, plongée. Donc tu as vaincu ta phobie de l'eau. Oui. Nice. Quelle société tu as découvert récemment à Mayotte que tu recommanderais à tout le monde? Quelle société j'ai récemment découvert? Artisan, entrepreneur. Waouh! Est-ce que j'en ai eu en tête? Je dirais... Bon. Tu c'est portes pas un récent. Oui, c'est vrai. Mais justement, mon cœur balance. Mon cœur balance. Donne-moi-en deux alors. Le salon de thé Oishi. C'est un espace, c'est une bulle. C'est Oishi Jone Okama qui était ancienne. Enfin, la boutique Oishi. Okay. Nice. Il m'a bloqué car oui. Tu m'as dit deux. Ah, la deuxième, tu m'as dit. J'ai tac au tac. Maison sur bon, la base. Nice. Quelle est ta plus grande peur? De me laisser bloquer par la peur. C'est que la dernière série que tu as regardée sur Netflix? Adolescence. Il était bien, moi? J'ai pas fini, c'est en cours. Okay. Quel est le plus gros cadeau que tu t'es fait? Le plus gros cadeau que je me suis fait? Un voyage. Enfin, le plus gros cadeau que je suis en train de m'offrir, c'est un voyage pour mes 30 ans avec ma mère. Nice. Quel endroit tu aimes aller pour te ressourcer? À la mer. Quel est ton plaisir coupable? Le chocolat. Vous savez quoi lui offrir dès maintenant. Quelle est la chose auquel toi tu crois que tout le monde considère comme de la folie? Oula. Alors là, je sais pas. Pour une personne qui est très aventurière, en général, il y a des pensées. Ah oui, sauter en parachute, sauter dans le vide comme ça, là. Je l'apprends celle-là. Quelle est ta plus grande... non, selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Ma joie de vivre. Et selon toi, quel est ton plus gros défaut? Selon moi, mon plus grand défaut, je peux être butée. Hein. C'est quand je suis décidée que c'est ça. C'est là-bas que je vais, c'est là-bas que je vais aller. Et pour finir, quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller dormir? Lancer une machine. Non, c'est pas vrai, c'est lire. Je lis avant de m'endormir, j'ai besoin de lire. Même si je lis 5 lignes, j'ai besoin de lire. C'est la dernière chose que je fais. Magnifique. Merci à toi, Adélaïde Assami et Adéla. Merci à toi aussi, c'était un super échange. Nice. Oh, c'était bien.